Bienvenue dans cette troisième partie avec cette dernière partie concernant le livre d'Alexandre Rouget, Apocalypse et la transmutation de l'Occident. On en était donc justement, qu'on a fait fini la deuxième partie, sur le fait de conquérir cette quête commune et finalement d'être à la quête de soi comme on partirait à la conquête d'une femme, d'où tous les différents symboles qui s'étaient mis dans la quête arthurienne. Donc on en était là, et en même temps on n'a pas forcément mis l'accent sur l'importance du corps dans tout ça. Même si on l'a survolé, ce corps, il n'en reste pas moins que pour toi, c'est l'essentiel, c'est notre prise de terre j'allais dire, aux émanations spirituelles comme aux émanations matérielles. Clairement, le corps, notre corps, c'est le socle de la pyramide, quoi, tu vois, c'est vraiment les fondations du temple, quoi. Et la tradition gnostique et chrétienne te le dit bien, le vrai temple de Dieu, c'est le cœur humain, c'est le corps. Le vrai temple de Dieu, c'est notre corps. Abellio te disait que le corps est le champ de bataille de la connaissance. Le champ de bataille de la connaissance, puisque c'est sur ce théâtre que se déroulent les opérations. Et que c'est effectivement par une attention et une certaine vigilance au corps que plein de choses peuvent être conscientisées, métabolisées, intégrées et actualisées. Le corps dit tout. Et ça, pas que dans le cadre de la maladie, parce que le mal a dit, bon, mais même en étant en santé, enfin, en bonne santé, le corps n'en continue pas moins, il n'arrête jamais de dire ce qui va pas. La position dans laquelle je suis assis, la position, le sens dans lequel mes jambes sont croisées, qu'est-ce que je vais faire de mes mains, quel est le degré de souplesse ou de tension ou de rigidité au niveau de mes articulations, aux épaules, le langage du corps, ainsi de suite, tout fait sens. Ouais. Donc c'est par cette lecture-là qu'effectivement que tu peux arriver à faire des liens. Voilà, là-dessus, je vais pas faire un cours. Hein, pour le coup, les références que j'ai eues dans ce domaine-là sont évidemment Madame de Souzenel, Annick de Souzenel, avec le symbolisme du corps humain, qui est un des livres les plus importants selon moi, de notre époque. Tout ça pour te dire que oui, esprit, âme, corps. Si on néglige le corps, ça sert à rien de parler de spiritualité. On ne peut pas être en spiritualité. La gnose est une démarche totale, voilà, qui engage donc l'individu en totalité, esprit, âme, corps. Et si tu négliges ou que tu privilégies l'une des trois par rapport aux deux autres, il y a un problème. Il manque quelque chose. Ce qui et je trouve pertinent dans cette histoire de corps, c'est que les gens ne comprennent pas comment se fait-il que je ne vois pas, que je ne perçois pas, et tout découle de cette fameuse vigilance ou de l'attention au langage du corps, à son propre corps. Bien sûr. Donc nos cinq sens sont là. Ce qui apparaît à la conscience est infinitésimal comparé à tout ce que nos cinq sens peuvent emmagasiner comme information non consciente, et le but du jeu, c'est d'être conscient de ces infinitésités, j'allais dire, qui se manifestent, que ce soit à travers l'ouïe, la vue, le toucher, l'odorat, le goût, et que c'est en étant à l'écoute de ces infinitésités corporelles, subtiles ou intenses, tout dépend, que l'on arrive à saisir les différents sens. Oui, les messages que la nature symbolique veut nous apporter. Par exemple, pour parler du goût, on pourrait se demander ce que vient foutre le sens du goût dans des histoires de gnose ou de spiritualité. Il y a un exemple que j'aime bien utiliser parce qu'il explique bien la différence entre savoir et connaître. Tu peux savoir qu'une orange, c'est acidulé, c'est pulpeux, c'est sucré, mais tu ne le connais pas tant que tu l'as pas goûté. Tu peux savoir ce que c'est, mais tant que tu n'as pas goûté une orange, tu ne sais pas ce que c'est que cette chair pulpeuse, sucrée et acidulée. Ça passe par le corps. Et d'un autre point de vue, pour le coup, le goût ou la sapidité, c'est-à-dire la capacité à éprouver les saveurs, c'est évidemment, là pour le coup, on est au plus dans la matière, mais dans ce cas positif. Ça, je l'avais trouvé chez Guénon, la correspondance entre les cinq sens et les cinq éléments du monde manifesté.
où on a par ordre de procession, car si tout est simultané au point de vue métaphysique, mais après on quitte le métaphysique et le non-être pour entrer dans l'être et le manifester, il y a un ordre de procession qui est que on a d'abord l'ouïe, le premier des cinq sens c'est l'ouïe. Pourquoi ? Parce que c'est le seul de nos cinq sens auquel on ne peut pas échapper. Le silence total n'existe pas, sauf quand t'es mort, même quand il fait nuit, ou même si t'es ou alors dans des fonds marins, des profondeurs extrêmes, où là t'auras peut-être un silence total et absolu. Mais même la nuit en pleine campagne, le silence total, t'en as jamais. Il y a toujours un insecte, toujours un peu de vent, toujours quoi que ce soit. Donc l'ouïe est le premier des cinq sens, en termes de priorité, puisqu'on ne peut pas y échapper. D'ailleurs, la première pollution, elle n'est pas visuelle, elle est auditive. Malheur. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai quitté la ville. Comment peut-on vivre dans un vacarme, un merdier et une agression sonore pareille ? Ça, bon. Et donc l'ouïe correspond, du coup, à l'éther. Le premier des cinq éléments qui est la quintessence et celui duquel procèdent les quatre autres. Ensuite on a la vue qui va correspondre, si je ne m'abuse, à l'air, puisque l'air c'est l'atmosphère dans laquelle nous sommes et qui contient tout ce qui va s'offrir à la vue. Ensuite nous aurons donc le toucher et... Le toucher ça correspondra à l'eau, si je ne m'abuse là encore, là j'avance à vue. L'odorat il va nous rester le feu. Pardon, l'odorat ce sera l'air, le toucher c'est le feu, et puis le goût de la terre. Et c'est pensé aux vignerons qui prennent la terre, ou les paysans avant qui prenaient la terre, qui goûtaient la terre. Mais bravo. C'est à ça que je voulais en venir. Pourquoi le vin a une place si importante dans notre patrimoine, notre histoire, notre culture, pas que culinaire, c'est que effectivement c'est, on va dire, le produit de consommation humain qui synthétise le plus, effectivement, d'une part l'alliance du ciel et de la terre, donc ce métabolisme pour le coup, et puis bon voilà, ça on va y revenir à cette dimension de fondation et de fusion, qu'opère la vigne. Plante hallucinante. La vigne se distingue en ceci qu'elle est la plante ou l'une des plantes qui plonge au plus profond ses racines dans le sol. La vigne peut aller péter des couches d'argile et de calcaire dans le sol pour aller se nourrir jusqu'à 100-120 mètres. C'est prodigieux. Et tout ça, elle le restitue au raisin, avec lequel tu fais un vin, qui sera incomparable, et qui a pour le coup, qui est minéral. Grâce au vin, on peut manger, boire, ingérer du minéral. Ainsi que de la terre, ainsi qu'évidemment l'eau de la pluie et puis le feu du soleil. Donc le vin, c'est une totalité, t'as vu, c'est une synthèse. Ouais, je savais pas que c'était à ce point-là. C'est prodigieux. Et je rappelle d'ailleurs qu'Alexandre a écrit un livre sur le vin. Oui, en 2009, qui serait bon que je réédite parce qu'il avait bien marché et puis que bon voilà, et puis que le sujet le mérite. Ça pour te dire que c'est par le goût, donc organe des plus banals et ordinaires, et on se demande s'il peut avoir une portée ou une utilité autre que purement animale, d'ingérer des aliments et puis de trouver ça bon pour nous inciter à nous nourrir simplement en vue de survivre. C'est un peu prosaïque, c'est un peu vulgaire. Non. Par notre sensation et notre perception et notre conscience des saveurs, donc des 4 ou 5, l'amer, le sucré, le salé, l'acide, ça nous met en lien avec les tendances ou les énergies que brassent ces saveurs. L'acidité, c'est comme quelque chose de pointu, l'amertume, c'est lourd et plombant, le sucré, c'est plutôt arrondi et réconfortant, enfin... Toutes la sapidité, les saveurs, le goût mobilisent des tendances évolutives ou involutives, peu importe, mais qui nous enseignent, qui sont là pour nous enseigner sur, encore une fois, l'état où nous en sommes, ce dont nous avons besoin et ce dont nous n'avons plus besoin. Voilà. Tout ça pour dire que le corps entier est sollicité en permanence. Nous, à la limite, voilà, quand je te dis Dieu te veut, Dieu nous veut, mais ça c'est la tradition qui le dit, c'est que chaque instant de la vie est une occasion d'aller vers soi, d'apprendre quelque chose sur soi, sur les autres. D'être dans le waouh, dans cet émerveillement. De s'épater, de s'émerveiller, genre putain, j'aurais jamais cru que ça puisse goûter pareil, un vin. Et du coup, avec cette conscience-là de ce que tu fais entrer dans ton corps, parce qu'elle est important, la nourriture, c'est encore une fois, l'ésotérisme, c'est ce qui pénètre à l'intérieur. De manière prosaïque, se nourrir, c'est faire pénétrer des choses à l'intérieur. Donc encore une fois, attention. Qu'est-ce que tu mets dans ta machine pour la faire tourner, tu vois ?
Là, encore une fois, on est souverain et il s'agit de faire gaffe puisque bon, bah voilà, quand ton aliment soit ton médicament, disait Hippocrate, on sait pourquoi, tiens. Mais ça peut aussi avoir un sens, du coup, pas initiatique, mais enfin... Le corps étant une antenne émettrice-réceptrice, tous les sens étant des bouches, entre guillemets, qui goûtent les saveurs en fonction de leur spécificité. On va goûter des sons, on va goûter des images, on va goûter des couleurs, on va goûter avec le toucher des peaux, des textures, et tout ça est somme toute de la nourriture pour le corps dans tous ses aspects. Donc on peut comprendre, quand on va parler, par exemple, on va regarder des programmes à la télévision, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on nous programme, on programme le corps. Et la pensée. Bien évidemment, on parle de mémoire cellulaire et à quel point nos schémas, nos conditionnements sont littéralement englués dans notre corps, quand bien même on a compris le pourquoi du comment avec notre tête. Tant que c'est pas intégré dans le corps, c'est par là que tu parlais de connaissance. En effet, tant que c'est pas appliqué, intégré au niveau du corps, ça reste virtuel. Encore une fois, on reste dans le virtuel, dans le psychique et dans de la pensée, mais ce n'est pas acquis, ce n'est pas intégré, ce n'est pas concrétisé, ce n'est pas réalisé dans la matière, au niveau corporel. Donc ça reste, donc ce n'est pas réel, ce n'est pas encore réel. Donc cette intégration-là, et pour le coup, celle-là, elle est lente, celle-là, elle est dure. Le passage de l'esprit, de l'âme au corps, du potentiel au virtuel, au réel, mamma mia, il est cher, La descente de la lumière dans les cellules, là, le blastage, la purification des scories et des noirceurs traumatiques dont nous avons hérité de manière transgénérationnelle. Ça n'a l'air de rien, mais ça ne se fait pas comme ça. Effectivement, entre l'intégration ou la compréhension d'une réalité, d'une vérité, et puis son intégration par le corps dans sa totalité, ça peut être du temps, ça peut être de la souffrance, mais c'est normal. Et encore une fois, ça semble contradictoire puisque tu as l'impression d'avoir fait le plus gros du boulot et puis que l'intégration dans le corps, en fait, c'est ça qui te coupe les pattes, qui te sèche, qui te ruine le moral, qui t'empêche d'avancer, qui va te défoncer les reins, le foie, tout ce que tu veux. Enfin, c'est le plus dur. Mais une fois que ça s'est fait, effectivement, tu as un corps tout neuf. Alors, encore une fois, c'est idiot, ça ne se voit pas. Guénon te disait que de toute façon, vu de l'extérieur, rien ne distingue un initié d'un clampin ordinaire. T'as un corps tout neuf, mais ça ne se voit pas. Enfin, ça se verra parce que ça va se traduire au niveau de l'aisance, de l'aura, du charisme, de ce que dégage, alors que c'est le même corps que tout le monde. Et puis à l'inverse, tu peux avoir un corps de Miss Monde ou de Miss Univers, bodybuildé, ce que tu veux, et puis être un parfait abruti, complètement aliéné. Donc voilà, toujours la distinction entre l'apparence et puis le fond. Mais il est bien clair qu'effectivement la forme aussi traduit quelque chose. Donne du sens. On en revient, tu nous dis, notre corps transforme tous les objets, donc j'entends tous les objets susceptibles d'agir sur nos sens, en outils. Et corrélativement, le monde, donc, l'extérieur, intègre du sens et suscite de nouvelles excitations sensorielles. Donc finalement, ce sens, le fait de trouver un sens à chaque chose, de donner une place et d'être en communion ou en union, on l'a dit tout à l'heure, avec ce que perçoit le corps, nous permet d'être en harmonie, en syntonie avec ce dernier. Et cette créativité, finalement, moi plus moi, et quand je dis moi plus moi, parce qu'on parlait finalement de sujet-objet disparaissent. Oui. Donc quand je me fonds dans l'objet observé ou que j'y apporte mon attention, mon intention, il s'opère quelque chose de magique. C'est comme le 1 plus 1 n'est pas égal à 2. 1 plus 1 égale 3. Oui, c'est ça. L'entrée en communion, effectivement, c'est exactement ça c'est ce qui s'opère. Fusion, fondation. Le rapport sujet-objet, effectivement, quand le sujet et l'objet sont à la fois fondés l'un par l'autre et l'un sur l'autre, puisque sans objet, pas de sujet, et puis sans sujet, pas d'objet. Donc la fondation même, sur un plan ontologique de leur existence, est interdépendante l'une de l'autre. Et puis la fusion, c'est quand tu as compris que, c'est effectivement, à partir du moment où l'un a besoin de l'autre, c'est qu'il y a, mais interdépendance, juste ce que vous avez compris, sur un plan organique. Le simple fait de dire, comme avait dit, voilà, autre fulgurance qui m'avait frappé chez Trine Xuan-Tuan, l'astrophysicien, oui. Nous sommes des poussières d'étoiles, techniquement, rigoureusement, scientifiquement. Quand tu réalises qu'effectivement, ce sont les mêmes atomes de carbone qui sont dans nos corps et puis dans les étoiles,
là tu réalises quelque chose. Je lisais un billet tout à l'heure d'Ivanov qui dit oui non mais même si pour vous ça n'a aucun sens et que vous ne le comprenez pas ou que ça vous dépasse, on s'en fout, mais dites-vous qu'il y a quand même une toute petite partie de vous qui est dans le soleil. Qui est dans le soleil. Accepte cette hypothèse. Laisse-la œuvrer en toi. Mets-toi cette graine dedans, puis laisse-la germer tranquille. Et puis tu verras l'effet que ça fait. Et puis la prochaine fois que tu verras le soleil, peut-être que quelque chose se sera passé, tiens. Tu nous dis qu'il y a 2 baptêmes dans la tradition. C'est pas moi, c'est Jésus-Christ. L'eau, le feu. Donc baptême d'eau, purification. Dans la tradition Shugen que j'ai rencontré, ou là où j'ai connu Kuban, ils avaient les deux. Ils ont les deux. Que nous avons perdu, que les Cathares avaient encore, mais bon, ils ont été éradiqués à cause de ça. Puisque Jésus-Christ avait dit, bon, le baptême d'eau c'est fini, moi je suis venu pour vous baptiser de feu, par l'esprit. Donc l'esprit masculin, ah non, en l'occurrence, il est quand on parle du feu, hein. Ouais, mais... Parce que, alors l'eau c'est quoi? L'eau est yang? Oui, mais qu'est-ce qui agit dans l'eau, Laurent? Qu'est-ce qui agit dans l'eau? Je sais pas. Le feu, mais sous une autre modalité. D'accord, mais là on parle de l'eau. Alors moi on regarde oui. du livre. Hein. Je sais. C'est juste pour expliquer que techniquement, effectivement, le feu se manifeste de manière... l'esprit se manifeste de manière ignée, comme du feu. Igné, l'agneau, oui. Oui, bien certes, sûr. Il y a Agni, la lumière. Oui, tout à fait. Cependant, le feu, c'est l'esprit saint. Et puis l'Esprit Saint, c'est Notre-Dame. Donc ça, j'y peux rien. Ouais, Sophia. Donc oui. Enfin, Marie, bon. Ça pour te dire que le baptême d'eau est purificateur. Ça sert à nettoyer, mais évidemment, l'eau qui coule sur le corps, elle va pas, j'en sais rien si elle va nettoyer grand chose ou pas, mais c'est l'élément dans l'eau, c'est la force qui le détergent, hein, qui dissout l'impureté. C'est du feu. Alors pour reprendre, tu nous dis l'eau, c'est l'être qui est fondé. L'eau, ça peut être l'équivalent de l'espace ou de l'ampleur. Donc si ce baptême d'eau représente ça, celui du feu, lui, tu nous dis, est fondu. L'être est fondu. Alors entre l'être est fondé et l'être est fondu, eh bien, la même différence qu'entre l'horizontal et le vertical, puisque la fondation se passe à l'horizontale, et la purification par l'eau va consister effectivement à te conduire à faire le ménage dans ta vie, à mettre de l'ordre dans ce qui ne va pas. Donc on est sur un plan latéral. C'est la gestion de ton espace, de ton territoire, l'ordre et l'harmonie des choses, mais concrètes. Hein. La purification par l'eau invite à cela. Cependant qu'au niveau du baptême de feu, donc là on est sur une démarche verticale, puisque l'esprit c'est un éclair, hein, il descend, il fout droit, c'est vertical. Puis il fout droit, puis il fout droit, puis il te fout droit, tu vois. Ouais. Tu te redresses. Baptême d'eau, c'est on va dire, tu te penches et tu te mets à plat ventre sur l'horizontalité, voilà exactement, l'horizontalité de ton monde et de ta réalité, hein, et puis une fois que ça s'est fait, tu peux recevoir le feu, et là, tu te redresses effectivement, et... t'es fondu. T'es fondu, t'es fusionné à ton univers, mais parce que du coup tu en incarnes désormais l'axe vertical, c'est-à-dire l'axe autour duquel ton monde tourne et s'organise. Et le baptême de feu, pour le coup, voilà, ça, grâce à Kuban, cette retraite de Shugen qui avait eu lieu à Val d'Isère en 2009, nous avions baptême d'eau, nous avions baptême de feu. C'est-à-dire que le baptême d'eau était le Taki-Shugyo, qui est le rituel de la cascade, où tu vas accomplir un petit protocole sous une chute d'eau, sous une cascade. Oui, tu sacralises l'événement. C'est l'événement qui te sacralise ou... Non mais clairement. En tout cas, le sens, tu lui donnes là et tu envoies toute la portée sacrée, quoi. C'est clair. Le rituel commence à partir du moment où tu sais que tu vas te foutre sous l'eau dans la journée. Et au moment où tu commences à formuler, à vocaliser le mantra de Fudo auquel est dédié le rituel. Fudo étant Fudo Myohu, qui est le Bouddha de la montagne, et la chute d'eau étant la colonne vertébrale de Fudo. Colonne vertébrale, Ida, Pigala, Sushumna, je te trace pas le reste. Après sur un plan physique, bon ça reste à dérouler aussi, mais sous une chute d'eau, c'est la fontanelle qui est frappée.
Donc, voilà, encore une fois, c'est pas ça qui va activer les 7 chakras, mais c'est ça qui permettra aux 7 chakras d'entrer en action, puisque tout le canal a été, pour le coup, nettoyé, puis fondu, fusionné avec celui de Fudo, et donc avec celui du Bouddha, quoi. Ça va jusque-là. Enfin, c'est à ça qu'ouvre ce rituel. Et puis nous avions eu aussi le rituel de feu, le baptême de feu. Et eux, ils font ça avec simplement la marche sur le feu, avec un banc de tapis de braise au sol, en forme de cercle, autour duquel nous marchons en psalmodiant le mantra, à un rythme accéléré, sous la guidance de Kuban, qui au bout d'un moment rompt la marche, fait face au feu, face à un couloir qui a été aménagé dans la braise, trace, jette dedans, et puis reprend sa marche autour du feu, et ainsi de suite. Et le baptême de feu, donc ça il me l'expliquait après, tout se passe au moment où tu décides d'aller au feu. Et bien donc là, du coup, tu reçois le feu. Tu nous dis que ces 2 baptêmes représentent un processus holographique, donc qui est local et global, qu'il y a une fusion entre l'être et l'univers, et que cette fusion, cette communion améliore et intensifie sans cesse la présence à soi. Finalement, il y a vraiment cette notion de spiritualiser la matière et de matérialiser l'esprit, et que ça prend de plus en plus d'intensité, c'est vraiment ça. Et pour saisir ce que je viens de dire, tu nous donnes l'exemple de la pomme et de la terre, puis de l'univers. Oui. C'est un paradoxe, et en même temps, c'est tellement juste. Ouais, c'est raconté par Abellio. L'idée que si la pomme tombe sur la terre, c'est que et puis la pomme elle est plus petite que la terre, on est d'accord. C'est que quelque part la terre est supérieure à la pomme, et puis c'est la pomme qui a besoin de la terre. Mais sauf que quand tu prends un peu de recul et puis tu te rends compte que la terre elle fonctionne comme une pomme par rapport au soleil, puisqu'elle est soumise à son attraction gravitationnelle, le rapport de supériorité infériorité s'inverse. Et puis tu peux te dire que finalement quelque part peut-être que c'est la terre qui a besoin de la pomme, et que si la pomme n'était pas là pour tomber, la terre ne servirait à rien, n'existerait à rien. Voilà, c'est ça, c'est pas comme ça que je l'ai dit, et je serais pas capable de faire mieux, mais c'est un des aspects de ce point de sur départ, la notion de relativité qui était la pomme de Newton. Ouais, et tu y mets, en tout cas Abellio, il met aussi la notion d'espace et de temps. C'est-à-dire que la pomme tombe, on a une certaine perception de cet espace et du temps où l'événement de la pomme qui tombe a lieu, sans percevoir qu'en fait la Terre tourne autour du Soleil à je ne sais pas combien de milliers de kilomètres secondes, et cette réalité-là n'a pas cours au moment où la pomme, elle, tombe. Donc tout est relatif et tout dépend vraiment du point de vue, et que l'un n'empêche pas l'autre. Bien sûr. Dans une notion vraiment d'espace-temps bien circoncis. Circonscrite. Ouais. Circonscrite, pardon. Merci Alexandre. C'est autre chose, la circoncision. Ouais. Voilà, ça porte à confusion effectivement. Donc voilà d'où ce paradoxe. Paradoxe apparent qui est à retourner, et ainsi de suite. C'est comme de dire que ça c'est bon. Quand je pense aux platistes, si tu veux, les flatistes, ça me laisse encore un peu perplexe tout ça. Mais tu prends une fourmi, ou un microbe, tu le fous sur un ballon de basket, il va te dire, l'horizon il est plat, il est droit. Hein. Sauf que tu le prends, tu le fais reculer de 50 cm, tiens, t'as vu, c'est un ballon, c'est rond, c'est bizarre. Pourtant c'est le même truc, hein. Mais t'as juste changé d'échelle. Vient un aspect qui est super intéressant, puisque on parle du New Age. Ce dernier nous parle sans discontinuité de la notion du libre arbitre, et que nous sommes créateurs ou co-créateurs. Et donc, je vais te poser la question de savoir, alors, libre arbitre, liberté, c'est quoi dans cette histoire? Et plus on avance en conscience, plus on grandit en conscience, plus on intègre cette connexion intime entre l'âme et l'esprit et le corps, qui deviennent un, au final, où se trouve la liberté, où se trouve le libre arbitre. Voilà, je te laisse te débrouiller avec ça. Démerde-toi, je te regarde. Tiens, tu veux un ballon. La libre arbitre, c'est l'apprentissage de la liberté. Le libre arbitre, c'est la capacité. Mais le libre arbitre, comment dire?
c'est déjà une forme de liberté. Quand tu as le libre arbitre que tu te réalises et que tu t'en sers, t'es libre. Jusqu'au moment où tu te rends compte que ce n'est pas toi qui prends les décisions. Et que la liberté, c'est pas ça. La vraie liberté. Alors, c'est le même enjeu que le passage de l'adolescence à l'âge adulte. L'ado, il se croit libre alors qu'en fait, il n'est que dans le libre arbitre. C'est-à-dire qu'il faut faire des choix, il faut faire des expériences, il faut tester tout et son contraire pour se rendre compte que, avant de savoir ce que l'on veut vraiment ou pas, ce dont on a envie et besoin ou pas. Et puis là, tu passes à la liberté. Pourquoi le nuage te parle de libre arbitre? Parce que effectivement, ça va être la porte d'entrée vers ce business foireux de la co-création et de la loi d'attraction, qui est présenté tel qu'il est. C'est une vaste blague et une vaste arnaque. Parce que les conditions à réunir pour que l'univers réponde à tes attentes, elles sont autrement trapues que celles que te vendent. Voilà, c'est charlatan. Pour moi, un des critères, c'est effectivement cette notion de service qui est tellement galvaudée dans le nuage. Quand t'es dans le libre arbitre, tu crois que t'es au service et tu crois que tu sers. Alors qu'en fait, tu fais que te servir. Tu crois défendre une cause? Non, tu te gaves grâce à cette cause et tu te nourris et tu te donnes un peu d'estime de toi grâce à cette cause que tu prétends défendre et que tu prétends servir. Mais en fait, tu te sers d'elle. Ça, c'est le libre arbitre. Quand tu as fini avec ça, tu peux passer à la liberté, c'est-à-dire que... Donc quoi, c'est la liberté et l'absence de choix? Mais l'absence de choix, puisque c'est le choix qui s'impose à toi. C'est quand tu réalises qu'effectivement, c'est pas nous qui avons des idées, c'est les idées qui nous ont. Quand tu as compris ça, ouais, t'es libre. Et responsable, parce que du coup, t'assumes. Hein. C'est pas le libre arbitre. Hein. Là, c'est comme ça, pas autrement, quoi. Et puis du coup, ça va bien. Hein. Genre, c'est même pas... Ça coule de soi. Ouais, ça peut même pas être objet de source, j'allais dire. Ça peut même pas être objet de contestation ou de refus ou de non, c'est ouais. Un grand oui. C'est quoi ce qui est. Ah ouais, c'est. Et puis c'est bien quoi. Ça va de soi. C'est là où tu nous dis donc la vraie liberté, le non-choix, c'est être au service de l'esprit et de la vie. Voilà ce qu'est l'âge adulte. Et ça, encore une fois, c'est même pas voulu, désiré, conscientisé. C'est le programme de Dieu et de Notre-Dame pour nous. Et puis une fois que t'es dedans, il y a juste plus aucune question qui se pose, quoi. Est-ce que on peut dire que la conscience, dans la conscience qu'elle a d'elle-même, est quelque chose, ce mouvement est infini? Je ne sais même pas si on peut le concevoir, nous, en tant que étant enfermé dans quelque chose de limité. Oui, donc nous dirons indéfini. Puisque l'indéfini, comme on disait tout à l'heure, par définition, ça sert à rien d'essayer de mettre des mots dessus, ça n'a aucun sens. En revanche, l'indéfini, oui. Quelque chose qui a une fin, mais une fin qui nous échappe et qu'on ne pourra jamais atteindre. Ça, c'est concevable. Donc c'est le domaine dans lequel nous sommes, nous humains, en tant qu'êtres limités. Donc, alors quand tu nous dis que la conscience s'accroît sans cesse en intensité... Oui, voilà. Eh bien, c'est que c'est comme l'amour, ou la compréhension. C'est-à-dire, mieux on aime et mieux on comprend, mieux on aime, et puis plus on est conscient. Donc, c'est exponentiel, ça ne peut que croître en intensité. Quand Yahvé nous dit dans la Bible croissez et multipliez, mais c'est dans ce sens qualitatif et intérieur que c'est à entendre. Croissez en intensité de conscience et de clarté de qui vous êtes et ainsi de suite. Et puis multiplier, là c'est dans le sens de l'ampleur. L'intensité c'est vertical, l'ampleur c'est horizontal. Multipliez-vous, c'est soyez qui vous êtes. Mais en sachant que nous sommes effectivement, nous recelons une multiplicité d'individualités, de talents, de potentiel, de tout ce que tu veux. Genre, l'univers s'exprime à travers nous, d'accord? Nous sommes les filtres de Dieu pour son expérience d'auto-prise de conscience de soi et patin et couffin, tu vois. Tu connais ce refrain? Ouais. Ce qui veut dire que, encore une fois, à partir du moment où t'as mis le doigt dans l'engrenage, ça ne peut que croître et se multiplier, c'est-à-dire s'amplifier. Donc en fait, la conscience et intensité sont intrinsèquement liés. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Le but de la conscience, c'est toujours de grandir, en fait. C'est sans fin. Ce mouvement, ce principe est sans fin. À notre échelle, à notre échelle, en tout cas. Je pense, ouais. Autre chose intéressante sur la conscience, tu nous dis que la conscience est avant tout réflexive. Et ça, j'ai beaucoup aimé ce que ça implique quand on entend ce terme. Réflexive, réflexion... avoir conscience de, être conscient de. Donc de quoi? On s'en fout, mais il y a une réflexion, il y a un reflet.
il y a un retour, donc dialectique, donc dualité. Et quand on entend réflexion, on entend réfléchir, un miroir réfléchi. Mais réfléchir aussi, et c'est là où on parlait tout à l'heure, au tout début de l'émission, de la rationalité, faire appel à sa raison, et que la raison n'est pas du tout quelque chose de fantaisiste, et est totalement ancrée dans le réel, et prend en considération le réel. Bien sûr. Comment rebondir là-dessus? La conscience est comme l'interface entre ta réalité, vérité subjective, et la réalité, vérité objective. Une interface, comment te dire, ça inspire, ça respire, ça émet, ça envoie, et puis ça reçoit, puis ça renvoie. Le but de ce jeu-là étant effectivement encore une fois, que se fonde, pour le coup, au sens du verbe fondre et du verbe fonder, mais que les deux se fondent l'une dans l'autre et par l'autre, voilà, pour qu'effectivement s'efface peu à peu. Ça, encore une fois, c'est du temps, hein, c'est pas comme ça. Faut réfléchir. Entre autres. Ouais, c'est ça, hein, il y a vraiment cette notion de réflexion. De réflexion pour donner du sens et puis t'approprier, encore une fois, acquérir une maîtrise sur ce qui est en train de se passer. Bellew insistait là-dessus, parce que je pense qu'il sentait venir le vent du boulet New Age, qui ne fait qu'inciter à surtout pas réfléchir, surtout ne pas faire d'efforts, surtout faire comme si la vérité allait te tomber toute cuite dans le bec, dans ce bon gros syndrome de gosse de riche occidental à 2 balles, quoi. Le New Age, c'est quand même pas mal ça. C'est ruineux, c'est désespérant, c'est dévastateur. Là, tu t'enlèves tout moyen d'acquérir la maîtrise sur ta vie, de donner du sens là où tu as besoin d'en avoir. Parce que ça, encore une fois, c'est pas cadeau, c'est pas gratos, quoi. C'est un combat, quoi. Parce que le démon et la matrice font tout pour nous priver le sens, pour nous cramer la mémoire, pour nous enlever toutes nos envies d'être dignes, libres, autonomes. Donc, si en prétendant t'engager sur un chemin de connaissance ou d'élévation, tu commences à dire ok, c'est bon, j'ai tout compris, y a plus qu'à, quoi. Mais c'est mort, quoi. Donc la réflexion, oui, il en faut. La rationalité, évidemment qu'il en faut. Et Abellio et la suite de Robindo insistaient sur cette appréhension ferme du mental et de la raison sur tout ce qui t'arrive. La critique d'Abellio de la mystique, du mystique, c'est que c'est l'archétype du laisser-aller, le mystique. Le mec, il part. Il sait pas où, il sait pas quoi. C'est cette nana qui canalise chez Nora une espèce de merde satanique du bas astral. Tu fais quoi, là? Elle est où ta raison, là? T'as abdiqué, là. Tu maîtrises que dalle, et puis t'as renoncé à maîtriser ce qui t'arrive, t'as vu? Chaud, quoi. Chaud. Donc, toujours garder une ferme appréhension sur tout ce qui t'arrive. Et autre ruse du diable, dans laquelle le New Age se vautre depuis 50 ans, et face à laquelle Abellio nous avait mis en garde. Mais bon, la tradition l'avait dit, le dit depuis toujours. Ne cherchez pas d'extase, ne cherchez pas d'état supérieur, ne cherchez pas d'expérience transcendantale. Ça, là, t'es comme un âne qui marche derrière sa carotte, hein, sinon. Tout ça nous sera offert éventuellement par surcroît, mais si et seulement si t'as fait ce qu'il fallait avant. Et puis c'est comme la transmutation de l'or en alchimie, quand t'es capable de le faire, t'en as juste plus envie. Quand tu vas recevoir une gratification du ciel sous la forme d'une expansion de conscience qui va faire de toi un connard supérieur aux autres connards, mais c'est parce qu'effectivement tu n'es plus un connard. Et puis que t'as plus besoin de ça, et que tu n'as plus besoin de ça pour te dire ah tiens Dieu existe, pour dire ah tiens la conscience peut s'augmenter, ah tiens je me sens mieux. Non, ça vient, c'est du bonus, c'est du gadget. C'est pour ça que ce commerce, il est répugnant, hein, le marchandage de la spiritualité, où effectivement on te fait miroiter des états supérieurs de bonheur, de transcendance ou de compréhension. En échange de quoi? De ta présence, le cul sur un canapé, puis d'un coup de carte bleue à la fin du stage. Mais si le péché contre l'esprit a un sens, c'est celui-là. Hein. Et puis les marchands du temple, c'est ça et pas autre chose, tu vois. Alors c'est ça qui est très subtil dans ce dont on parle. Pour tous ceux et celles qui écoutent cette émission, que vous soyez à fond dans le matérialisme, que vous ne croyez en rien de tout ce qui est en lien avec la spiritualité, le monde des esprits, le subtil de manière générale, ou que vous soyez à l'autre côté du spectre à penser que tout ça existe et que vous êtes effectivement prêt à ouvrir la porte à tout et n'importe quoi, comme tu venais de le mentionner.
dans cette notion de la conscience qui est en chemin, qui est réflexive et qui s'intensifie, il y a cette notion du doute, ou en tout cas, sans pour autant parler du doute, de l'interrogation. Donc ça demande à exercer cette fameuse vigilance dont on parlait tout à l'heure. Qui dit vigilance dit interrogation, d'où la réflexion, je m'interroge. Et jusqu'à ce qu'il y ait un refus potentiel, et pourquoi pas. Bien sûr. Ou alors, effectivement, une adhésion qui va amener la fameuse communion dont on parlait, où l'objet et le sujet vont se fondre l'un dans l'autre, où il va y avoir cette intégration, cette connaissance qui va être retrouvée. Donc c'est important dans tout ce qui peut être dit à travers nos émissions qu'il y ait cette nécessité où on vous invite, et ce que disait Bouddha ou tant d'autres grands maîtres en disant ne croyez en rien de ce que je suis en train de vous dire, mais éprouvez-le. Ne croyez rien, vérifiez tout, quoi. Et en même temps, restez ouvert. On l'a dit tout à l'heure, et c'est ça ce subtil paradoxe. Tout voilà. Accepter, ne rien croire. Alors après, c'est une petite gymnastique mentale, mais bon, pour le coup, qui n'est pas bien méchante, mais qui par contre te donne une souplesse et une capacité, déjà à éviter de te faire avoir, et puis en fait, c'est le discernement. Ce n'est pas autre chose qu'apprendre à discerner le bon du mauvais, du vrai et du faux, et puis les degrés, l'indéfinie quantité de degrés qu'il peut y avoir entre les deux. Voilà, on ne prend rien pour argent comptant. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc si tu lis un texte à la lettre, t'es mort. Mais si tu lis entre les lignes et puis t'essaies de pénétrer ou de l'intention initiale, là ouais, tu lis sur ton esprit et ça va te vivifier, ouais. Puisque tu échappes au piège. C'est comme de dire, je sais pas, il y a des tout ce qui se présente à nous est ambivalent, est ambigu. Ça peut être aussi bien une ruse du diable qu'un cadeau, une opportunité présentée par la vie, quoi, par le ciel. Et puis souvent tu t'apercevras que c'est un peu les deux à la fois. C'est-à-dire que le diable profite de ce qu'il présente à toi pour essayer de t'attraper puis de te maintenir sous son emprise. À partir du moment où t'as démasqué la ruse, la tentative de, ça devient un tremplin. Ce qu'il y a de faux. Ouais, voilà. Là, ça devient. Voilà, Notre-Dame est là, youpi, quoi. Donc, mais seulement parce que t'as été lucide. T'as pas voulu croire. New Age, évidemment, il y a un besoin de croyance de la part de ce public-là. Il y a un besoin de transcendance, un besoin de sens. Hélas, d'abord, un besoin de croyance. Les mecs sont des religieux et des moutons qui s'ignorent, quoi. Donc quand t'es dans cette disposition-là, genre, mais c'est voilà, t'es de la clientèle à gourou, potentiellement, toute cuite, quoi. Ouais. Mais toute cuite, quoi. Parce que tu viens là avec une attente et une espérance, mais que toi seul pourras combler. Et si tu viens voir qui que ce soit avec cette béance en toi, ce gouffre ontologique, existentiel, mais déjà personne ne pourra le combler à ta place. Et le premier venu qui t'explique qu'en fait il va pouvoir t'aider à le combler, il te baise, il te mange, quoi. C'est clair. Alors on va aborder un élément que je trouve admirable. On va parler de l'esthétisme, qui est totalement l'opposé de ce qu'on pourrait appeler la morale. Alors la morale... L'éthique. Oui, mais en même temps l'esthétisme ou l'esthétisque. Science des structures. Science des structures. Ouais. J'ai marqué l'esthétisque. Je vais vérifier. Parce que... Ouais, vas-y. 533. L'esthétique. Pour revenir à ce que mentionnait Laborie notamment. Ah ouais. Et par là même, c'est Laborie surtout. L'esthétique. Et j'ai adoré, je sais pas comment t'as fait pour retrouver ça, mais ça fait une cohérence chez moi par rapport à ma vision du puzzle, parce que quand on parle de l'art, et l'art, normalement,
En tout cas, il y a plusieurs définitions possibles. Mais je pense que l'art pourrait avoir comme rôle de mettre en lumière ce qui est bon, beau, vrai, lumineux, mettre en perspective ce qui est harmonieux. Et quand je parle d'harmonie, j'entends par exemple par rapport au feng shui, l'ajustement des ondes de forme, pour que ces différents masses volumiques, agencées selon un ordre bien spécifique, laissent circuler l'énergie d'une manière la plus fluide possible et la plus harmonieuse possible. Et donc, c'est pour ça qu'on parle d'être un esthète, ou être dans l'esthétisme. Il y a visuellement, ou d'ailleurs dans tous les sens, que ce soit les poèmes, que ce soit l'art, la musique, tout peut engendrer ce waouh. C'est purée, c'est beau, c'est bon, ça vivifie, ça fait du bien, ça fait sens, mais en même temps, il y a ce côté mystérieux où on ne se l'explique pas forcément. En effet. Et on peut rester devant ébahi sans vouloir même comprendre, tellement c'est beau de ne pas comprendre. Ouais, exact. Et point de vue mystique, ça. Ouais. Et cet esthétisme, c'est là où on en vient à la maîtrise. Alors maîtrise, on en revient à l'art et à ce qu'on disait tout à l'heure sur ce qu'est d'avoir à œuvrer dans un métier ou sur un métier. Voilà, vraiment cette cohérence. Et tu t'es amusé à regarder, notamment par rapport à la musique. Tu te laisses développer ? Si tu t'en souviens, hein, parce que c'est pas forcément évident. Moi, je pourrais pas me souvenir de tout ça. C'est Abellio avec la distinction du rythme, de la mélodie et de l'harmonie. Exactement. Où, je t'aide si tu veux. Hein. Alors lui, il met la mélodie en premier, je crois. Ouais, vas-y. Ouais. Donc, on a la morale, le jugement, le dogme, c'est le rythme. Pourquoi ? Parce que le rythme additionne, c'est chronos. Et donc c'est ce qui crée la mélodie, effectivement. C'est ce qui permet à la mélodie d'exister. Voilà, donc, et à l'inverse, les harmoniques, ou l'harmonie, c'est kairos. C'est le rythme qui fusionne. Donc, pour citer Abellio, la mélodie n'est rien sans le temps. Et le temps n'est rien sans l'harmonie. Le temps fonde la mélodie. L'harmonie fond le temps. Elle se passe du temps, elle l'arrête, mais c'est parce qu'elle le remplit. Le comble du temps est la fin du temps. Allez-y, méditez ça. Donc c'est subtil, c'est d'une finesse énorme, et ça met en perspective, c'est justement ces moments de silence. Ils ont été plusieurs, hein, compositeurs ou musiciens, à te dire. Oui. Ce qui est important dans une partition, c'est pas les notes, c'est le silence entre les notes. Donc c'est encore une fois, ce qui est important dans une relation, ben, c'est pas les deux termes, les objets, c'est ce qui est entre les deux. Voilà. Donc c'est la même idée. Voilà, moi je suis un grand fan de musique, donc quand j'ai vu ça, effectivement, ça m'a retourné la gueule, j'ai adoré, tu vois. Mais et puis en plus je suis batteur, donc le rythme, tu vois, ça me parle, tu vois, je sais ce que c'est que d'envoyer le temps, de caler un putain de temps sur lequel les gratteux vont pouvoir envoyer leur ligne, tu vois. Tout ça se vit ou se comprend de manière très simple, tu vois. Et puis du coup l'harmonie, c'est la cohérence, la cohésion et l'intelligence de l'ensemble qui fait que tu peux rien enlever parce que c'est tellement harmonieux et que tout est fondu. Et c'est juste, comme tu dis, voilà, c'est juste waouh. Là, t'es pris, quoi. Là, encore une fois, t'es pris. Comme quand une idée te prend, là, c'est t'es pris. Hop, tiens, hop là, on va jouer, tiens. Donc, bon, voilà. Alors, ouais, je ne saurais mieux le restituer à l'oral que de la manière dont je l'ai fait par écrit. Donc, ce serait parler pour ne rien dire. Et en tout cas, c'est une belle transition parce que là, on va aborder un des gros dossiers du bouquin. Tu consacres du temps. C'est justement le temps. Alors, il y a beaucoup de choses, j'ai noté beaucoup de choses qui sont pour moi assez importantes, mais en même temps, j'ai pas mal intégré pas mal de choses. Donc, je vais te lancer, et pour donner une cohérence vis-à-vis de ceux et celles qui nous écoutent, je vais te demander déjà de nous parler de l'impression ou de la notion que l'on a
à ce que le temps file plus vite. On aurait le sentiment aujourd'hui qu'on a de moins en moins de temps. Donc je te laisse développer d'où ça vient, d'où ça découle, et les implications derrière, on va voir ça. La tradition. C'est l'accélération du temps à la fin du cycle est mentionnée par la tradition. Et René Guénon lui a fait écho dans pour moi son maître ouvrage, et qui est son livre le plus important pour moi, qui est Le règne de la quantité et les signes des temps, qu'il a écrit en 1945. Le temps s'accélère. Oui, mais lequel ? Le chronos, puisque le kéros il s'en fout, il tombe quand il veut lui. Il est qualitatif, il n'est pas quantitatif. Donc c'est le chronos qui s'accélère. Cependant, nos horloges tournent à la même vitesse, et puis nos journées semblent avoir le même nombre d'heures, et donc il y a un problème. Donc un axe pour se retrouver là-dedans, ça a été la distinction entre le temps physique et le temps biologique. Le temps physique, c'est le temps chronos, effectivement, bête et méchant, entre guillemets, qui s'impose à nous, qui est régi par les cycles naturels cosmiques, qui est inexorable, mais qui, lui, par définition, n'accélère pas. Sauf si le Soleil se met à accélérer sa rotation, ça va entraîner une accélération de la rotation de tous les astres, de tous les corps célestes qui sont ordonnés à lui, et ainsi de suite. Pourquoi pas ? Peut-être que ça arrive, j'en sais rien, il faudra demander à la NASA pour voir. Donc ce que tu es en train de nous dire, c'est que le temps chronos est fonction d'un point par rapport à un autre. Ce qui crée l'espace, en fait. De facto, tout à fait. Mais cependant, l'aspect physique n'est qu'un aspect du temps chronos. Il y a aussi sa dimension biologique, qui est effectivement, pour le coup, la manière dont nous sommes inclus dedans, et dont nous l'avons inclus en nous. Cet enchaînement temporel. Et il s'avère que le temps biologique, effectivement, peut s'accélérer. Que nous le décidions ou pas. Alors on peut y contribuer si on en est conscient, puis que on fait pas trop la gueule et qu'on accepte d'y aller. Et le temps biologique, ce sera quoi ? La différence, c'est au niveau de l'information, puisque si je te dis que le temps passe, on en a rien à foutre, d'accord, le temps accélère, ça se mesure pas, mais si je te dis que la cathédrale Notre-Dame a cramé hier soir, là le temps s'arrête. Là tu entres dans une autre modalité du temps. Si je te dis que tu as gagné au loto, t'as gagné au loto, ta vie change. Du jour, de l'instant où tu as reçu ces infos, ta vie change. Et ta temporalité sera différente. Tu n'es plus soumis aux mêmes contraintes, tu n'as pas besoin de te lever tous les jours à la même heure pour faire ce que tu faisais avant, et ainsi de suite. Mais c'est un aspect. C'est vraiment qu'un aspect. L'accélération du temps à la fin du cycle, pour moi, se donne à sentir et à voir dans le fait que la quantité d'information est de plus en plus conséquente. Mais oui, c'est ça. J'arrivais pas à faire le lien entre là où j'étais et là où je voulais en venir, puisque il me manquait c'est le débit d'information, la quantité. Cet ingrédient-là. Oui, qui dans un espace de temps identique, la quantité d'infos va augmenter, et c'est cette quantité d'infos qui fait que le temps que tu vis est accéléré. Puisque la quantité d'infos est supérieure, exponentielle, et puis plus tu ingères de l'info, plus tu évolues, encore une fois, en toute rigueur. L'intégration d'une information par quelqu'un le fait changer d'état, puisque t'étais pas le même avant d'avoir la conscience. T'étais pas le même avant d'avoir cette info qu'avant. Bah oui. Donc t'as changé. Et plus tu intègres d'infos, plus tu changes et tu évolues. Et plus cette quantité augmente, mais plus ta vie s'accélère, et plus ton temps s'accélère, biologiquement. Les horloges tournent toujours au même rythme, mais toi, ton rythme d'occupation de ce temps, il est putain d'accéléré, quoi. Parce que t'as acquis davantage d'infos qui t'ont apporté davantage de savoir-faire, qui te font gagner du temps sur plein d'opérations professionnelles ou que sais-je. Et donc, oui, ton temps s'est accéléré, quoi. Et c'est pour ça que aujourd'hui, nous sommes dans une époque où l'instantanéité devient de plus en plus présente, où tout est interconnecté, et cette interconnexion nous oblige, si on ne veut pas être largué, si on ne veut pas être dépassé, non pas par le temps, mais dépassé par rapport à notre société, et ce côté aliénant qui nous est demandé par nos institutions sur ce que l'on doit être, et pour être dans le coup, pour être économiquement viable, pour être un homme digne de ce nom ou une femme digne de ce nom, et tout ce qui est corrélé au fait d'être dans le temps, dans le tempo. Ouais. C'est terrible. Et en fait, il y a
on nous pousse à ingérer ces informations, quand bien même ces informations, on l'a vu tout à l'heure, certaines sont bonnes, Bien sûr. et d'autres sont nocives. Tout dépend de ce qu'on laisse rentrer en soi. Et de ce qu'on en fait, tout à fait. Voilà, donc on revient sur cet esprit critique, ce discernement nécessaire. Mais en tout cas, plus ça va vite, plus ça demande j'allais dire, non pas tant un temps d'adaptation, à est-ce que je dis oui à l'info qui rentre ou pas en fait. Parce que je dois rester dans le groupe du collectif. Je veux pas être à la marge du groupe. Et donc tu prends tout ce qui t'envoie. Et là c'est bon, t'es un mouton, voilà. Et ce qui est rigolo avec cette idée d'instantanéité de l'info et puis d'interconnexion de l'humanité en temps réel, c'est que c'est effectivement encore une fois une caricature et une réalisation par le bas, par la matière, mais de ce principe métaphysique de la simultanéité des points de vue, qui fait que au ce point de vue-là, tout est à un instant I, unique et éternel, et le monde actuel satanique mondialisé en a réussi la caricature inversée avec effectivement cette instantanéité et ce réseautage Se prendre pour Dieu. de l'humanité qui effectivement Être omniscient. mais Satan c'est le singe de Dieu dans la tradition, c'est celui qui ne fait que caricaturer Dieu. Donc ce monde en est la parfaite illustration, juste que vous avez compris dans son délire compulsif de brasser de l'info parce que sinon t'es largué. Donc ouais, tu effectivement démurges, tu te prends pour Dieu alors que t'es qu'un apprenti sorcier, quoi. Alors, ce qui est important dans cette histoire, parce que l'information, le débit de l'info est très intense. Et dès le moment où il y a cette intensification, tu nous disais que plus on a d'infos, plus il faut la digérer ou l'intégrer. Et cette intégration, on en revient sur la conscience, qui, quelque part, comme lorsque je regarde l'objet, et on peut dire que l'info, c'est un objet, on pourrait le décrire comme tel. Bien sûr. Et ça me demande à réduire le temps de communion ou d'union pour l'intégrer en moi. Donc, je laisse peut-être plus facilement passer la porte sans y mettre, justement, du sens. Parce que quand je prends le temps de rentrer dans cette fusion ou cette communion avec l'objet observé, il se fond en moi. Mais ça demande de l'intensité, tu l'as dit, cette vigilance, on l'a dit aussi. Oui. Mais dès le moment où j'enlève cette vigilance, où j'enlève cette intensité, où l'information n'a pas le temps d'être digérée par le corps, on y revient encore une fois, là il y a cette aliénation qui se passe avec le sentiment de perdre pied. Tous ceux et celles qui pètent les plombs dans tous les sens, qui se suicident, avec le sentiment qu'il n'y a plus de sens, puisqu'on prend plus le temps de donner le sens en question. C'est aussi simple que d'avaler ta nourriture sans la mâcher, toute ronde. Exactement. Et puis à la finale, bizarrement, t'as mal au bide, t'es lourd, et puis voilà, t'es un boulet, quoi. C'est pareil. Alors, je trouve ça génial d'avoir mis ça en perspective, puisqu'on parle de la fin des temps, l'Apocalypse ou la fin du temps ou la fin des temps. Donc on va voir, parce qu'il y a encore peut-être plus subtil que ça, là on vous donne déjà cette info à digérer. Et il y a aussi une autre chose qui est importante dans cette histoire. On l'a dit sans le dire, mais tu as été vraiment gratté, merci Alexandre. Donc le temps est intrinsèquement lié à l'espace. L'un et l'autre, on ne peut pas séparer les deux. Non. Donc, le temps se rapporte toujours à une distance parcourue. Chronos. Donc, la distance parcourue, donc on dit que on a pris le Soleil et notre course autour du Soleil pour décrire une année, et que toute notre vision du Chronos a pris comme référence de temps ou en tout cas de distance parcourue, le Soleil, la course du Soleil. 24 heures, une journée, la nuit, le jour, etc. Tout ça définit la notion du temps. Mais c'est avant tout de l'espace, cette histoire. Je rappelle, une distance parcourue. Donc ce qu'on mesure, en fait, c'est jamais une durée, mais l'espace parcouru. Des distances. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que dans cette histoire, on va en venir, j'ai été agréablement surpris que tu puisses le remettre en perspective avec Kalman, donc qui est biologiste, qui a écrit sur la notion des cycles.
et notamment qui s'est penché sur le calendrier Maya. Et il l'a fait avec beaucoup de... Je l'avais reçu à l'époque de la radio, je l'avais interviewé, j'avais adoré son bouquin, mais je vois que tu as su garder vraiment les fondamentaux et d'en retirer la substantifique moelle pour le retranscrire et le mettre dans ton bouquin, parce que c'est génial. Donc je vais te demander de nous donner sur quoi est basé justement ce calendrier Maya. Puisque là on va aborder les fameux cycles et on va voir que et en même temps que tu vas nous parler de la manière dont l'hindouiste voit justement les différents âges et puis par la suite de voir les fameux âges où on dit qu'on va quitter, enfin qu'on est soi-disant dans l'ère du Verseau. C'est plus compliqué que ça, mais donc voilà. Donc Maya, hindouisme, et puis par la suite notre astrologie telle qu'on le connaît, sidérale en l'occurrence, pour être plus précis. Je te laisse. Alors sur le calendrier Maya, ce que j'ai retenu du travail de Kalman, c'est que depuis le début de notre univers et notre époque, il y a 20 strates, 20 périodes successives, dont chacune est 10 ou 20 fois, je crois, plus rapide que la précédente. Et puis le modèle de Kalman, il y a 9 mondes est cohérent. Les mondes des inframondes, voilà, c'est 9 mondes ou inframondes et divisés en 13. Ah d'accord. C'est bien ça. Bon, ouais, non, excuse-moi, Non, mais c'est moi qui te demande pardon parce que là je suis pas en mesure de faire un résumé aussi clair, net et précis parce que et puis pour le coup j'étais passé chez toi à l'époque ici et maintenant pour parler du Maya, des Mayas et de Kalman. Oui. Mais là non, je te demande pardon, mais ce sera pas pertinent pour l'interview puisque alors, attends, ne bouge pas, je vais t'aider. Ça n'apportera rien de répéter ce qu'il a dit. Voilà, faut aller voir son site, faut choper ces deux bouquins en français qui déchirent tous les deux pour des raisons différentes. Mais moi, ce qui m'avait frappé, c'est qu'effectivement, Kalman faisait parfaitement correspondre les changements de cycle chez les Mayas avec des changements d'époque très importants chez nous en Occident. Création ou chute d'un empire, apparition d'inventions décisives comme l'imprimerie ou le moteur à explosion. Les principales évolutions de l'histoire de l'Occident étaient déjà incluses dans le calendrier Maya, quoi. Donc voilà ce que nous disait Kalman sur le calendrier Maya. Donc c'est un temps cyclique, spiralé, et dans cette notion de temps cyclique, il y a des sauts évolutionnaires qui surviennent à un certain rythme, mais toujours de plus en plus en accélérant, puisqu'ils ont cette logique fractale. Donc il y a 9 cycles qui sont divisés en 13 épisodes d'égale durée, mais sur une période à chaque fois 20 fois moindre pour le cycle d'après. Voilà. Donc plus on avance dans les 13 cycles en question, et plus le temps, entre guillemets, en fait on revit les mêmes événements, mais à un rythme 20 fois supérieur, plus intense. Ouais. Tout ça pour revenir à ce que l'on vit, le sentiment de ce temps qui s'accélère, et qui nous demande à vivre des expériences, parce qu'une information c'est une expérience, tout à fait. C'est vécu dans le corps, à vivre des expériences de plus en plus intenses. Exactement. Et la question se pose, mais jusqu'à où? Jusqu'à quand, devrais-je dire plutôt? Donc Kalman avait donné, et à l'époque on parlait de 2012 effectivement, d'ailleurs le calendrier Maya s'arrêtait en 2012. Et Kalman avait dit 2011 lui, 28. Oui, c'est vrai. Il avait avancé la date du 28 octobre 2011. Tout à fait. Donc en tout cas tu l'as gardé parce que c'est la manière dont il en a fait l'analyse était très pertinente. Oui, les dates on s'en fout. J'avais déjà répondu à un auditeur à l'époque à Rime, encore une fois, et ça nous a été dit par la tradition, ne cherchez pas à savoir. Ne cherchez juste surtout putain de pas à savoir quand ça arrivera et puis ce qui arrivera du reste. Les prédictions c'est banni dans la tradition. Tout le délire pseudo-prophétique de la prédiction, enfantillage, perte de temps. T'as rien de mieux à foutre que de savoir s'il fera beau ou pas demain. Alors. Tiens, laisse tomber quoi. Donc, ce qui fait que du coup l'heure du Verseau, demain matin ou dans 8 siècles, tu te doutes bien que justement, c'est pas une priorité. Alors, mes factures comptent plus dans ma vie actuelle que effectivement alors tu parles de l'ère du Verseau. Alors est-ce qu'on est dans l'ère du Verseau? Alors peut-être pourquoi pas Non, mais par rapport aux notions de cycle. Je sais pas, puisque... Alors attends, j'en ai parlé avec qui? J'en ai parlé avec Mathieu Lavaux il y a pas longtemps, ça. Dans le livre... Quand je l'ai vu à Bugarache. Ouais, alors dans le bouquin... Normalement, l'ère du Verseau, c'est en 2300... 2380, te disent les sidéralistes. Mais ce sont les sidéralistes.
Peut-être qu'il se gourre, j'en sais rien. Et puis encore une fois, je m'en fous dans le sens que j'ai pas besoin d'être dedans pour avoir envie de l'appliquer dans ma propre vie, le modèle du Verseau. C'est-à-dire liberté, égalité, fraternité, tu vois. Autonomie, responsabilité. Tu vois, enfin, encore une fois, attentisme new age et passivité mystique. Si t'attends qu'on te dise ah ça y est, c'est le paradis. Pour être au paradis, mais t'y seras jamais quoi. C'est aussi une décision individuelle. Ça a l'air gros ce que je dis, mais à un moment, ça se décide aussi. Tu veux ou tu veux pas? Tu veux la fin du monde ou pas? Tu veux la libération ou pas? Tu veux l'éveil collectif de l'humanité ou pas? Tu veux la guerre civile ou pas? Qu'est-ce que tu veux quoi? Je te dis pas que ça arrivera ou pas si tu le décides. Mais par contre, ce que je sais, qui est certain, c'est que rien n'arrivera si tu ne décides rien. C'est assez clair. Et tu subiras tout ce qui arrivera du coup. Ça impose le fameux positionnement qui est responsable qui est tout à fait représentatif de ce qu'est un adulte. Se positionner. Et puis de ce qui nous est demandé. De toute façon. Foutrez dit au nom de Dieu, mais choisissez, prenez position. Ils attendent que ça là-haut. Ils font que ça. Attention, mais qu'est-ce que vous foutez là? Qu'est-ce que vous foutez? On en revient sur la notion des cycles qui sont... ça aussi, c'est génial parce que dans la vision hindouiste des fameux cycles, là où, en fait, il y a une concurrence de ces différentes visions calendaires qui, quelque part, se retrouvent les trois qu'on pourrait qualifier de connus dans le monde, hein, Est, Ouest, ou Occident, Orient, et à l'Est, comment on dit d'ailleurs? L'Orient. L'Orient, non. Oui, l'Est, c'est l'Orient, l'Occident, bah oui. Bah... Donc, en tout cas, amérindienne, asiatique et puis occidentale, qui est une occurrence donc sur le fait que effectivement la notion de fin de cycle est présente. Tout ça c'est reconnu. Bien sûr. Tu mentionnes aussi la place et la position que l'on a à faire ce tour de toutes les constellations du zodiaque. Alors écoutez bien parce que ça aussi c'est magique. La précession des équinoxes. Voilà. Merveille. Donc on fait le tour de la galaxie. Enfin, des constellations, pardon. En 25 920 ans. Merci. Le chiffre qui tue, tu connais le nombre moyen. Alors c'est invérifiable. C'est une moyenne. Hein. Fact-checker, vas-y, va fact-checker ça, gars. Il y a un mot en français pour dire que ça s'appelle vérifier, d'accord mais j'adore ce... ouais, ça s'est vu, ça s'est entendu. J'adore l'idée que le nombre moyen de respiration... dans une journée. D'un adulte est de 25 920. 25 920, quoi. Le nombre d'années que met la Terre pour faire le tour des 12 constellations du zodiaque. Donc là, s'il n'y a pas une analogie macro-micro, s'il n'y a pas une intrication, s'il n'y a pas voire une identité, mais organique, graphique, entre la respiration temporelle inspire, expire, de notre planète dans la galaxie, quoi, et notre respiration à nous, genre, mais rien que ça, si tu veux, que cette info soit vraie ou pas, à la limite, je m'en branle. Et puis ça peut être 25 922 ou 26 000 ou 28 000 ou 24 000, ça change que dalle. C'est prodigieux. C'est prodigieux. Alors, oui, pour compléter ce que je viens de dire, que la tradition nous engage à ne surtout pas essayer de savoir ce qui se passera ou pas. Cependant, elle nous engage aussi à nous tenir prêts à tout. Ne rien attendre, en revanche, être prêt à tout. On en revient sur le temps biologique. Parce que le temps biologique, c'est en rapport avec Kairos. Et c'est une manière importante de pouvoir se dégager de l'influence de Chronos, en tout cas perverti comme il a été perverti. Oui. Donc, Kairos, ce temps biologique, il est qualitatif, et il est déterminé par la conscience et non l'espace. Écoutez bien, pour que vous intégriez le truc, c'est que le temps biologique est le temps vécu dans un espace donné. Exemple, on dit, on vit à un moment. On vit un grand moment. On ne dit pas, on vit à un lieu. Oui, voilà, ouais. C'était un grand moment, et non pas un grand endroit. Et pourquoi parler de ça, et quelle importance cela a J'aimerais que tu nous fasses part du koan zen, l'arbre. Ben oui, parce que c'est énorme ça. Et c'est tout à fait en lien avec ce que tu viens de dire sur le fait qu'on s'en fout de la date. Ouais, pour le coup, ouais. Pour le coup. Donc, et pourquoi l'avoir mis ce koan? En quoi c'était important?
Parce qu'il illustre effectivement la différence entre temps physique, temps biologique, et puis le temps biologique c'est de l'info, et puis une info c'est quoi? C'est un truc, si tu l'as reçu, ça change ta vie, ou pas, tu vois. C'est une expérience. Et du coup, voilà. Et du coup, oui, changer ta vie c'est exagéré, mais c'est pour rappeler que effectivement, on n'est pas le même techniquement, après qu'avant avoir reçu une info, quelle qu'elle soit, de la plus bénigne à la plus bouleversante. Bon, le koan, c'est quel bruit fait un arbre qui tombe dans une forêt où il n'y a personne pour l'entendre. La réponse, aucun. Ça c'est... Tu vois, voilà. C'est la conscience qui fait que les choses existent. Tant que t'en es pas conscient, ça peut exister néanmoins malgré toi. Mais tu n'en sais rien, donc on s'en fout. Ça n'a pas de sens. Donc c'est pour montrer... C'est un cas limite, mais il s'agit pas de dire que tout ce qui échappe à ma conscience n'existe pas, c'est faux, c'est stupide. Mais c'est pour te dire que la conscience, sa fonction quand même, son sens, ça reste quand même de tout englober, de tout comprendre. Lors d'un stage chez Trax au Baléares, il y avait l'un de nous qui revenait d'Inde et puis qui nous racontait qu'il avait entendu un yogi lui dire... après un petit flash comme ça, genre, ouais, en courant partout, nous sommes tous le centre de l'univers, nous sommes tous le centre de l'univers. Ben oui, nous sommes tous le centre de l'univers. Avec notre conscience à nous qu'on a. Qui est la même pour tout le monde. Mais avec chacun de nous dedans. Pour faire ce qu'il a à faire, si tu veux. Mais voilà. Alors ça, c'est intéressant aussi, tu vois, ça illustre effectivement cette autre maxime traditionnelle qui est que l'univers est une sphère dont le centre est partout et la circonférence nulle part. Ben, les centres qui sont partout, c'est nous. C'est nous. Enfin, si tu le veux, je veux dire, mais en tout cas... Ouais. Non, mais pour moi, c'est ça. Je dis pas que je l'ai intégré. Oui, non, mais le concept, tout à fait, carrément. Alors, tu nous dis ceci, puisqu'on est en rapport, encore une fois, avec l'information et la notion d'espace-temps. Donc, tu nous dis, mieux l'info est intégrée dans le corps. Donc, on a vu ce que ça impliquait d'intégrer l'info, de prendre ce fameux temps de recul pour générer de l'attention, de la vigilance, de l'esprit critique, etc. Donc, mieux l'info est intégrée dans le corps, plus elle influence notre expérience du corps. Ce qui implique que le temps s'accélère à mesure que nous emmagasinons de l'info dans notre mémoire. Donc, on peut se poser la question, mais alors, c'est quoi une info ? Est-ce que c'est de l'énergie ? Est-ce que c'est une expérience, l'info ? Aussi. Bonne question. Une info, plutôt que de dire ce que c'est, parce que là, ce serait comme de décrire un process, genre, c'est quoi la chaleur ? C'est un truc qui est chaud, d'accord. Une info, ça informe. Donc ça met en forme. Super. Merci Alex. On est journaliste ou pas ? Et alors, on revient sur ce que on avait dit tout à l'heure, notamment en rapport avec l'initiation. Tu nous dis, une info recouvre un certain état de réalité, virtuel ou réel, ce qui implique potentiel ou actuel. Donc, ce qui est important d'entendre dans cette situation, c'est que une information est neutre, par essence. Bien sûr. Elle n'est pas, on peut pas dire qu'une info est positive ou négative. Et vu qu'il s'est passé ce qui s'est passé avec Notre-Dame hier, pour le coup, par rapport à cette émission, est-ce que tu peux nous mettre en perspective au regard de ce qui peut nous toucher d'un point de vue émotionnel quand justement les médias nous envoient de l'info et qu'on est abreuvé non-stop sur BFM ou autre chose d'ailleurs. Qu'importe, parce que ça peut être justement la spiritualité à fond de la caisse, à prendre et à se lancer à corps perdu dedans. Donc au regard de cette accroche que je viens de te donner, comment peut-on considérer qu'une info est neutre ? Parce qu'elle l'est. Une toiture qui crame, c'est une toiture qui crame, si tu veux. ça s'arrête là. En soi, on s'en fout. Quand il s'avère que c'est la toiture de la cathédrale Notre-Dame de Paris, ça prend une autre teneur. Après c'est tout, voilà. Là-dessus, j'ai pas grand-chose à te dire d'autre que qu'il y a simplement comme toute chose, de voir ce que ça peut avoir de positif et puis de voir ce qu'il y a de négatif.
Donc Notre-Dame qui crame à ce moment-là, c'est un signe des temps, c'est la fin d'une époque. Oui, c'est l'arcane 16 du tarot, la Maison Dieu. C'est le retour de la déesse. Quand j'ai fait mon livre sur les cathares fin 2016, j'ai ouvert un petit blog pour balancer en rate et en catastrophe tout ce que j'avais à sortir pour présenter le livre. J'avais fini un de mes papiers en disant la déesse revient et elle a les boules. La déesse revient et c'est pas pour enfiler des perles. La déesse revient, elle crame Notre-Dame. Sur le mode, ça c'est une pote qui me l'a écrit tout à l'heure sur Facebook, mais alors non putain, elle est en colère. Je pense qu'elle en a marre qu'on aille la vénérer stupidement dans des faux temples détenus par la racaille satanique. Ça c'est positif, ouais. Que Notre-Dame décide d'en finir avec ces lieux de culte qui sont périmés, qui ne sont plus de notre époque. Ça veut dire que nous sortons de religieux, ça veut dire qu'effectivement nous allons vers le Verseau, ça veut dire qu'effectivement il est temps de se rendre compte que le vrai temple de Dieu, ce sont nos corps et nos cœurs. Ça, ouais, c'est une info positive, quoi. Ce qui est important dans cette histoire, c'est que finalement, une info est neutre par essence, et que c'est en fonction du prisme que l'on a eu de notre passé, notre bagage, notre vécu, notre expérience, qu'on va colorer cette information en lui mettant, en la jugeant bien, mal. Encore une fois, c'est qu'une question de recul et de point de vue. Et là, encore une fois, tout est acceptable ou défendable tant que c'est argumenté, mais bon, un point de vue en vaut un autre. Hein. Le pétrole, notre civilisation basée sur le pétrole, mon Dieu, c'est mal, quelle horreur. Mais comme je te disais tout à l'heure, c'est aussi les mémoires de la Terre qui se dégagent. Hein. Donc c'est putain de positif, quoi. Et ce qui est d'autant plus intéressant dans cette histoire d'information, qui à la base est neutre, c'est comment nous allons la traiter comme étant soit vraie, soit fausse, au-delà de bien et de mal. Ah non, avant même bien ou mal, ouais. C'est vrai. Parce que ça, c'est important, parce que c'est là où on voit justement, tu soulignes dans le livre, le pouvoir des médias et de la responsabilité qu'ils ont à créer une réalité dans le sens où ils vont nous dire ça c'est pas bien, ça si c'est bien, oui, voilà. Ça c'est la joie, ça c'est la colère ou c'est la haine, etc. Sous couvert de juste nous donner une info, puisque nos médias se vantent continuellement d'être objectifs. Mais ça n'a aucun sens. C'est d'une stupidité. Comment peut-on prétendre être objectif c'est la même lâcheté, la même hypocrisie que les scientifiques, que les physiciens. Du moment où ils se sont rendus compte en physique quantique que l'expérimentateur il fait partie de l'expérience, que tu le veuilles ou pas. Les mecs ont décidé que non, la conscience ne pouvait pas être un objet d'étude et puis que c'était hors science. Et puis depuis, ils sont morts, quoi. Je veux dire, ils se sont interdits de comprendre quoi que ce soit à la réalité, les mecs. Donc là, c'est plus une question c'est vraiment qu'une question d'honnêteté et puis de courage intellectuel. Si tu veux de reconnaître que là, tu t'es gouré parce que tes outils n'étaient pas opératifs, tu l'admets. Genre, c'est pas grave, on a le droit de se tromper, tiens. Il n'y a pas de faute. Tu poses ton outil qui sert à rien, t'en prends un autre et puis t'essaies de voir si ça marche mieux. Mais par contre, il faut arrêter de nous mentir en disant la conscience n'existe pas puisqu'on ne peut pas la mesurer, on ne peut pas la quantifier. Tu te prétends scientifique, connard, vas-y, dégage, quoi. Ça, c'est un scandale. Ça, c'est un foutage de gueule, mais alors... C'est aberrant. Oui, et tu mets suffisamment d'arguments et d'éléments, en tout cas dans le livre, pour... non, mais là, je fais pas d'insulte gratuite, on est bien d'accord. Oui. Je respecte la science, j'aime comprendre. La raison. Quand j'ai affaire à des mensonges et des lâchetés, des hypocrisies pareilles. Des manipulations. Si tu veux, non. Là, on va aborder quelque chose qui est important, puisqu'on a vu que la cadence des événements est en train d'accélérer, du fait de l'information et du débit de l'information qui est lui aussi en accélération. Plus d'infos, plus d'expérience. Et c'est pour ça qu'on pourrait avoir aujourd'hui le sentiment d'être submergé, en fait, pour vouloir suivre le pas que nous impose le rythme effréné du tous connectés ou tous interconnectés, et puis il faut le rendement qui va avec. Donc ce qui est important dans cette histoire-là, c'est qu'il y a, on va aborder la fonction d'onde qui s'écroule. Ah, c'est génial ça. C'est énorme. Je me suis dit, jusqu'au bout du bouquin, je me dis, mais quand est-ce que ça s'arrête? J'en avais sous le coude encore. C'est énorme. Alors, parce que la fonction, on va parler donc là un peu de physique quantique, très vaguement. En tout cas, vous allez pouvoir comprendre. Et ce qui est intéressant, c'est que on parlait tout à l'heure que pour qu'il y ait un changement de conscience, il fallait qu'il y ait cette fameuse extase dont parle Abellio, ou cette crise
qui finalement nous met mal à l'aise, nous dérange dans nos croyances, dans nos conditionnements, dans nos certitudes, dans tout ce qu'on peut avoir de conventionnel, ce qui fait notre sécurité ou qu'on se sente en sécurité. Oui. Il faut, pour qu'il y ait un bon évolution de conscience, qu'il y ait cette crise. Et cette crise est en lien avec la fonction d'onde qui s'écroule. Je te laisse nous expliquer. L'écroulement de la fonction d'onde, c'est vraiment fantastique. J'ai trouvé ça chez Teodorani, donc un astrophysicien italien. Et avec aussi un élément qui vient de chez Stuart Amroff, qui est ce médecin anesthésiologue américain, qui figure dans le navet What the Bleep Do We Know, là. Qui est que il y a dans nos cellules neuronales, donc les neurones, une petite série de tubes extrêmement fins, genre des microtubules, dans lesquels l'information s'entasse. Et pour le coup, l'information, à ce stade-là, ce sont des étincelles électromagnétiques, on est dans du... La connexion synaptique. Ouais, voilà, ouais. À partir d'un certain seuil où les microtubules sont remplis, elles sont saturées d'informations, saturées d'infos virtuelles qui n'ont pas encore été métabolisées par la conscience et pour le coup conscientisées par l'individu comme un bit d'info, une pièce d'info. Pour arriver à générer ce flash de conscience, il faut ce que les quantiques appellent l'écroulement de la fonction d'onde, qui est la fonction d'onde contient, on va dire, tous les états virtuels, donc pas potentiels, mais virtuels, donc non encore existants, mais qui peuvent exister, et puis qui pour le coup, qui sont manifestés, qui accèdent à l'existence, à la réalité. Au moment. D'après Amroff, tous les 40e de seconde. Après, enfin, la 40e de seconde. Donc, il y a la fonction d'onde qui s'écroule, et c'est l'instant d'après que l'information va surgir du vide quantique, pourrait-on dire, qui était une probabilité, et qui va venir se matérialiser ou se condenser dans la matière et qui va nous amener à voir, entre guillemets, ce que nous appelons notre réalité. Qui passe du virtuel au réel, c'est ça. Et Amroff, alors c'est vrai que j'avais commencé à défricher le sujet à l'époque pour Nexus, et puis c'est pas allé plus loin, hélas. Mais Amroff te dit que, d'après ses calculs, nous avons effectivement une quarantaine de ces occurrences de flash de conscience par seconde. Seconde. Et évidemment, tu peux atteindre la centaine dans le cas des sportifs de haut niveau, dans le cas des méditants chevronnés, dans le cas des gens qui sont, encore une fois, dans des situations d'intensité extrême. Et là, waouh, la réalité, elle est... oui, l'information, elle est beaucoup plus intense. Mais parce que tu en reçois beaucoup plus, mais parce que tu es beaucoup plus attentif. Mais voilà. Parce que tu es concentré, tu es mobilisé. C'est ça. Tu es au feu. Voilà, un alpiniste, ce sera ça. Hein. Un pilote de course, c'est pareil. Un soldat au feu, ce sera pareil. Quand tu as ta vie en jeu, tu es beaucoup plus attentif aux informations que ton corps peut recevoir. Ah bah là... Au même titre que le méditant, parce que là, il est à l'écoute de ce qui se passe en lui et à l'extérieur de lui. Donc, c'est ça qui est génial. Donc, je fais une petite récap par rapport à mes petites notes. Donc, en s'écroulant, la fonction d'onde génère un rapport espace-temps. Un acte de conscience fait s'écrouler la fonction d'onde, ce qui implique que notre conscience crée donc notre réalité spatio-temporelle. Le fameux champ du point zéro dont parle Greg Braden, par exemple, ou le vide quantique, ou le vide de matière et d'énergie, mais plein de tous les possibles. Donc, dans cette histoire, on amène à parler de la conscience, et c'est non seulement... C'est ça qui est génial, c'est la réalité qui nous crée, et nous créons la réalité. Et c'est un process. Oui, il n'y en a pas un qui débute, enfin, je veux dire, l'œuf ou la poule, c'est oui, voilà. Là, on est mal, tu vois. Non, mais c'est effectivement, c'est auto, ça s'auto-entretient. Et encore une fois, c'est exponentiel, parce que la réalité a besoin de toi pour exister, puis tu as besoin d'elle pour exister. C'est gagnant-gagnant, hein. Massimo Teodorani nous dit, je cite, « La conscience est un processus à la frontière du monde quantique et du monde classique. C'est un intermédiaire. » La conscience, disait Nietzsche, est une surface. C'est un contenant.
C'est un contenant à l'intérieur duquel se trouve tout ce dont nous sommes conscients, et à l'extérieur duquel se trouve tout ce dont nous ne sommes pas encore conscients, mais dont nous sommes appelés à prendre conscience tôt ou tard. Donc c'est pour ça que pour revenir sur ces microtubules, c'est super important. Donc ces microtubules sont en connexion avec l'information quantique, si j'entends bien. Et en fait, il y a un effondrement de la fonction d'onde qui a lieu, qui opère, et cet effondrement fait apparaître la conscience qui va venir se connecter, si je puis dire, avec le vide quantique ou l'état quantique qui précédait. Ah oui, je ne dirais pas ainsi dans le sens que de toute façon notre connexion au champ de Planck, j'aime pas parler de point zéro parce que c'est un abus de langage. Oui, tout à fait. Un point c'est pas zéro, c'est 1. Donc le point zéro ça veut rien dire, c'est stupide. Donc le champ de Planck à la rigueur, puisque c'est ce domaine de la réalité donc régi par les limites soi-disant officielles atteintes par les possibilités du calcul, c'est-à-dire l'espace-temps de l'univers, enfin la durée et l'âge de l'univers à 10 puissance moins 43 secondes avant le Big Bang, et puis d'une taille de 10 puissance moins 33 je crois centimètres, bon bref, donc ce sont des valeurs incommensurables. Donc ça c'est le champ de Planck. Mais cette dimension-là, ce domaine-là, il est déjà en nous. Quand tu sais que tu as un atome, c'est Amorov qui avait sorti la comparaison, je sais plus si c'est exactement ça, j'ai vraiment pas envie de dire une connerie, mais bon, on va dire pour éviter de prendre trop de risques inutiles. Entre le noyau de l'atome et l'électron dont la gravitation définit l'atome, t'as un espace vide, gars, mais c'est genre... Et c'est ça qui fait nos corps, tu vois. L'atome, cette table solide, elle est faite d'atomes qui, effectivement, entre leur noyau et leur périphérie, t'as Z, t'as rien. C'est uniquement la rotation de l'électron qui fait que ça tient et que ça colle ensemble. Et puis qu'à la finale, c'est dur. Rien que ça en soi, si tu veux. Donc le vide, il est déjà là, au cœur même de la matière. Et puis avec l'électron, du coup, qui joue ce rôle, pour le coup, de poumon respirant, inspirant, expirant, entre le quantique et les classiques. Donc cet échange d'infos, tout à l'heure on parlait de Sagittarius, trou noir, Sagittarius entre son côté trou noir, la singularité au centre de la galaxie, qui aspire tout, qui détruit tout pour le ressortir et le reproduire en mode expire. L'électron fait pareil, mais au cœur de la matière ce coup-ci. C'est un atome, tu vois, il y a quand même un paquet. Ça rejoint Nassim Haramein qui dit qu'en fait, au cœur de l'atome, c'est un trou noir, c'est une micro-singularité. Ben, c'est exactement ça. Alors, le cœur de l'atome, si c'est un proton ou un neutron, effectivement, ça s'inverse, mais logiquement, c'est quelque chose de matériel. On peut dire que ce soit un quantum, et puis un quantum, par définition, autre abus de langage et malhonnêteté intellectuelle crasse des scientifiques parlent de particules alors qu'il ne s'agit que d'états de l'énergie et que de moments cinétiques. Ce ne sont pas des particules, il faut arrêter. Mais enfin, que ce soit le proton ou le neutron en tant que centre de l'atome, ou l'électron qui, lui, gère la périphérie. Voilà, effectivement, je connais ce qu'avait dit Nassim, on l'avait publié dans Lexus à l'époque. Mais c'est effectivement. Donc du coup, notre connexion à l'intelligence divine et à ce domaine du non-être, du non manifesté, du potentiel infini, cette connexion-là, nous baignons dedans. Encore une fois, il s'agit que d'en prendre conscience et de réaliser effectivement à quel point nous sommes faits de putain de vide quantique, que le truc il est, tu vois, je sais pas. Enfin voilà, une fois que tu l'as réalisé, tu vois, je sais pas moi. Donc il y a un avant et un après, quoi, voilà. Je vais essayer de répéter, parce que même pour moi, ça me fait intégrer le truc, tu vois. Ah bah ouais. La conscience, donc, effondrement de la fonction d'onde, apparaît en moyenne 40 fois par seconde dans notre cerveau. L'effondrement laisse la place à un état de pré-conscience, qu'on qualifierait pour certains de moi supérieur ou de supramental, donc qui permet de pouvoir justement se puiser des informations. Quand on parle de supramental, Sri Aurobindo notamment, ce qui nous permet de puiser des informations dans le champ quantique. Et cela génère la conscience avec tous les échanges biochimiques qui en découlent.
Donc ces microtubules sont j'allais dire, cette interface quelque part Oui, voilà. entre le monde quantique. Ouais. C'est un quai de débarquement. Voilà, C'est là voilà. qu'on pose les containers. Et ce qui est génial, c'est quand tu parles de finalement les éclairs neuronaux des synaptiques, Ouais. qui sont des bits d'information, et que ces bits d'information vont générer à un moment donné un collapse. Voilà. Quand la capacité de stockage et de gestion des microtubules et des neurones est saturée, pouf, puis la fonction d'onde s'écroule et il y a un truc qui apparaît, une réalité qui apparaît, parmi une indéfinité d'autres possibles. Et ça, encore une fois, il est quand même assez complexe de distinguer là-dedans ce que nous subissons de ce que nous maîtrisons. Est-ce que c'est moi qui fait s'écrouler la fonction d'onde et qui fait que je suis conscient, ou est-ce que c'est la fonction d'onde qui, en s'écroulant, fait que je suis conscient? Indécidable, c'est les deux à la fois, ça revient au même. Bon, voilà, ça peut paraître un peu futile, mais ça fait partie des questions qui engagent vraiment notre souveraineté. Et puis, pour le coup, encore une fois, la maîtrise sur ce corps et la façon dont il fonctionne. Voilà. Donc, retenez que conscience égale effondrement de la fonction d'onde. Et ça 40 fois par seconde. Voire plus selon l'intensité de ta présence, quoi. Exactement. Question, qu'est-ce qui crée l'effondrement? Ou qu'est-ce qui crée la conscience? Et le truc en lien avec tout ce dont on parle, et Nassim sera le premier à le dire, bien évidemment, la gravité. Oui. Qu'est-ce qu'elle vient foutre là, celle-là? Encore une blague pour physiciens? Ah, les quatre forces fondamentales de la physique. Ah là là, ça me parle. Voilà, écoute, bon, d'ici à ce que tout ça, voilà, c'est une thèse, c'est un essai. Mais la gravité. Moi, je trouve enfin voilà, sans dire de gros mots, c'est d'une cohérence que je trouve remarquable. C'est incisif. Je sais pas si on arrive à retranscrire oralement l'intensité du livre, qui est tout simplement exceptionnelle. Donc la gravité, d'où elle vient cette gravité, pourrait-on dire? Ok, donc c'est la gravité qui crée l'effondrement et qui crée donc la conscience. La gravité, d'où vient-elle? C'est quoi la gravité, Laurent? Attraction, répulsion. Oui, la fameuse respiration dont on parlait justement tout à l'heure. En effet, c'est du magnétisme. Point barre. Qu'est-ce qui fait qu'on est attiré ou repoussé par un corps ou un objet? Bah, son magnétisme. Le prix Nobel, ça ira, merci les gars. Je déconne. Donc, voilà, la masse d'information atteint donc, lorsque la masse d'infos atteint un seuil critique, la fonction d'onde s'effondre sous l'effet de sa gravité. Effectivement, ton magazine où ça va de plus en plus vite. Oui, voilà. Et puis comme nous sommes dans un cadre physique, puisque ça se passe dans les neurones, et puis à une échelle encore suffisamment élevée pour que ce soit mesurable et observable par les scientifiques. Donc c'est que ça induit nécessairement effectivement l'entrée en action à un moment ou à un autre de la force reine du monde physique, qui est la gravité. Et cet effondrement, ça c'est énorme ce que vous allez entendre, cet effondrement a pour objectif, donc effondrement égale conscience, cet effondrement a pour objectif de préserver la cohérence du cerveau. Parce que sinon le cerveau fond. Je sais pas si t'as vu Gods of Egypt, là, qui était un film marrant il y a pas longtemps. Dans lequel t'as une scène où t'as un des jeunes héros humains qui s'adresse à Thoth, Hermès, en lui disant il paraît que t'étais là à l'origine de l'univers et tout, comment ça s'est passé, tu peux nous raconter? L'autre regarde en disant même si j'avais ne serait-ce que l'intention d'essayer de t'expliquer le quart du tiers du dixième du début, t'aurais déjà le cerveau qui ruissellerait par les oreilles. Mais c'est ça. Je disais, on ne reçoit que ce qu'on est capable de recevoir, donc bon voilà, la fonction d'onde s'écroule juste avant que ton cerveau ne grille en fait. Ça pour moi c'est clair. Ça c'est clair et net. Un quart de nanoseconde de plus, POF HP. Recta quoi. Donc la gravité est faite de cavitation produit par le caractère giratoire des atomes et des quantas. Ça tourne, ça respire. Inspire, expire, expulse, impulse, contraction, expulsion, voilà. Et c'est ce qu'on a là récemment, puisqu'on parlait de la singularité au niveau de la galaxie. Alors bon, Nassim,
à mon sens, parce que je le suis, a été le premier à en parler avant que je commence à voir des papiers dans la presse mainstream, où effectivement on a pu noter que au sein de cette singularité Sagittarius A, au centre de la galaxie, eh bien, il y avait effectivement de la masse qui était éjectée du trou noir, chose étonnante, et qu'on pouvait définir effectivement ce donut. Oui, le Thor. Le Thor. Le putain de double Thor. Voilà, le fameux Thor. Au centre de la galaxie. Et Mais que cette respiration, elle est particulière, puisqu'on parlait de la fin des temps. Il faut savoir que aujourd'hui, notre système solaire est sur le plan de l'écliptique de la Voie lactée. On est pile poil parce que le système solaire tourne autour de la galaxie, le centre de la Voie lactée, mais en passant le plan de l'écliptique, de la soucoupe, voilà, oui. Tantôt en dessous, tantôt au-dessus, etc. Mais que lorsqu'il est aligné, donc sur le plan de l'écliptique, puisqu'on parle de la singularité, de l'inspire et de l'expire, de ce qui est dégagé de cette singularité, donc de cet effondrement, c'est exactement ce qu'on a à l'échelle microscopique, on l'a à l'échelle macroscopique. Oui. Et on a donc de la conscience qui est expulsée par cette singularité, qui fuse vers nous, sous forme de lumière. Alors, mais voilà, conscience cosmique, conscience divine, conscience supérieure, appelle ça comme tu veux, hein. L'amour de Dieu, l'amour de Marie, la lumière, c'est ça qui se passe. C'est ça qui nous est envoyé par les cieux. Et pour ça, je me suis demandé, je comprenais pas pourquoi. Je trouvais ça sympa au début quand ils ont commencé à nous envoyer, tu sais, des photos ou des soi-disant photos de Sagittarius. Genre les mecs qui photographient des trous noirs. T'as vu ça, le rond noir sur fond noir, bah c'est un trou noir. Et les mecs ils nous sortent des trucs en couleur, je sais pas comment ils font. Bref, donc j'en ai vu qui vociféraient contre ça, genre comment ils prétendent, c'est impossible de nous montrer ça, machin, c'est encore plus débile que la Terre plate et tout. Donc encore une fois c'est une OP de magie noire et de récup de la part de la bande à Satan, parce que en mettant une image bidon dessus, quelque part il bloque son émission, puis ils mettent un couvercle dessus et puis ça leur permet d'interagir sur l'influence que ça a sur nous. Tentative de bas étage comme d'hab quoi, mais cependant moi je suis quand même content de voir des images de Sagittarius, même si elles sont fausses. Je suis content. Le trou noir il est là pour nous. Je suis content d'apprendre que le système solaire est aligné du coup sur l'écliptique, et puis qu'on est en face du bordel qui est en train de nous arroser la tronche, qui est en train de nous bombarder les neurones et toutes les cellules du corps pour en faire sortir et en cramer tout ce qui est encore là, à nous alourdir et puis à nous empêcher de comprendre et de respirer. Alors voilà, j'ai pas envie de tomber dans l'angélisme si tu veux, puis une espèce de niaiserie pour le coup, mais j'ai la foi quoi, et à partir du moment où c'est cohérent avec le reste, mais oui, mais merci, mais merveille quoi, mais moi j'achète quoi. Ivanov l'a dit, c'est cohérent avec la tradition, le trou noir et le soleil, c'est eux qui nous envoient le déluge quoi, le déluge de feu. Puis d'un feu quantique qui est là pour vraiment cramer ce qui est à cramer dans toutes les cellules, dans tous les atomes de tous les corps sur cette planète, quoi. Si t'en es conscient, ça va aller beaucoup mieux. Alors c'est ça qui est génial. On reste toujours sur la notion de la fin des temps, la fin du temps. Il y a une chose qui est importante dans la notion de déflash. Donc on l'a vu, normalement, donc il y a 40 effondrements de la fonction d'onde par seconde, qui génère donc la conscience. Ça peut aller jusqu'à 100, comme on l'a vu dans certaines conditions, mais finalement il n'y a pas besoin d'être un méditant chevronné ou d'être un athlète de haut niveau pour déjà ici et maintenant avoir cette vigilance sur tout ce qui nous entoure, avoir cette conscience holographique. Et il y a des choses qui se produisent à ce moment-là. C'est que le temps ralentit. Tu mentionnes, et c'est tous ceux qui font des expériences un peu bizarres, notamment lorsqu'ils ont des accidents, où ils ont le sentiment que leur vie défile, qu'ils voient tout au ralenti, etc. En imaginant qu'on va jusqu'à 100 flashs de conscience par seconde, donc 100 fonctions d'onde qui s'écroulent par seconde, énorme. À ce moment-là, le temps ralentit. Car plus nous avons d'informations, plus notre perception est élevée, fine et rapide, et plus la sensation du temps, elle, ralentit. Oui, parce qu'encore une fois, c'est plus le temps qui te prend, c'est toi qui prends le temps. Hein. C'est toi qui prends la maîtrise sur le temps.
Parce que le temps, on l'a dit, ce n'est que de l'info intégrée ou pas. Donc plus tu en intègres, plus tu maîtrises le temps. Et puis tu accrois du coup ta capacité de réception. Hein. Et donc ça s'enchaîne du coup naturellement. Et alors ouais, t'as l'impression que le temps ralentit, t'as l'impression d'avoir beaucoup plus de temps, puisque ta maîtrise sur ton espace-temps est supérieure. C'est aussi simple que ça. Tu maîtrises ton espace-temps. Au lieu de le subir, t'as le temps de rien faire, t'as la place de rien. Là, tu le maîtrises. Alors, ouais, t'en as devant toi et autour, hein, de l'espace et du temps, quoi. Parce que tu t'es donné les moyens d'en être le maître. Et c'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire que ce qui est valable d'une manière individuelle est aussi peut-être d'une manière cosmique dans cette notion de respiration ou de fin de cycle, puisqu'on en vient au calendrier Maya et sur le fait que on revit le cycle précédent, mais 20 fois supérieur dans l'intensité et la rapidité. Jusqu'où ça va aller, jusqu'à quel moment, en fait la question principale c'est, dans ces cycles cosmiques, à quel moment la fonction d'onde de la singularité de conscience qui se trouve au centre de notre galaxie va s'arrêter. Demande à Dieu, hein, ça ira plus vite. Je trouve ça remarquable parce que effectivement, dès le moment où il y a collapse de la fonction d'onde de la singularité qui se trouve au centre de la galaxie, dont on fait partie intrinsèquement, et on peut voir nous déjà les effets, c'est-à-dire que le temps s'arrête. Et quand on parle de temps s'arrête, du fameux chronos. Ouais. Chronos disparaît pour être totalement et intégralement remplacé par Kairos. Merci Cartoleux. Ça parce que ça je te la laisse, hein. Vas-y, bah non. Attends. Mais non, dire que le temps s'arrête ou quoi, non. Je sais pas je suis pas sûr de savoir où tu voulais en venir. Sur le fait que le temps ralentit. Sur ce coup-là, oui, ça d'accord. C'est la fin du temps chronos. Là-dessus, je t'ai répondu. C'est pas la fin du temps chronos, parce que le soleil continuera à tourner, les jours et les nuits continueront à succéder. C'est le fait que tu n'es plus sous... L'homme régi par... C'est le fait que voilà, Chronos arrête de bouffer ses enfants, en fait. Encore une fois, nous ne sommes plus soumis à la dictature du temps chronologique. C'est comme avec l'ego, en fait. Au lieu d'être soumis à ton ego, du coup, c'est devenu un partenaire. C'est devenu ton pote. Il marche avec toi. Au lieu de marcher contre toi, ou de vouloir te dominer, puis t'imposer sa volonté de temps qui passe, ou d'ego qui fanfaronne. Non, c'est intégré. Et ça équivaut au passage du libre arbitre à la liberté. Et puis de la morale à l'éthique aussi, enfin... Avec cet éternel moment présent. Le fameux. Oui. Merci Totol. Oui, ce fameux cadeau dont nous parlent toutes les traditions, où il y a cette communion. Exact. Entre justement le soi, la partie de l'esprit, et justement le corps, corps, âme, esprit, ne faisant plus qu'un. Oui. Où il y a vraiment cette maturité, c'est l'adulte que nous sommes en devenir qui est là et qui sera dans non plus ce libre arbitre, mais dans cette liberté, somme toute, soumis, mais avec joie, à la partie de l'esprit qui vient spiritualiser la matière. Oui, pour le coup, à la volonté du ciel. Non, mais ça consiste simplement à actualiser la fameuse prière, enfin le pater, mon Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est le même délire. C'est ça. Alors, je dis ça comme ça là parce que donc tu avais déjà parlé de l'éjaculation de la source du système solaire. Oui, l'éjaculation du centre de la galaxie. La dimension éjaculatoire, parce qu'il y a fontaine blanche. Ils appellent ça une fontaine blanche, donc c'est une bonne métaphore. L'effondrement gravitationnel. Non mais c'est génial parce que l'éjaculation cosmique, franchement, tu pourrais peut-être dire un petit mot par rapport à ça, parce que je trouve ça cool. Et notamment parce qu'on parle de lumière, alors pour ceux qui vont vous faire chier, etc., on parle de gaz et d'énergie. Précisons au cas où. Voilà, on ne sait jamais. Éjaculation cosmique, bon... c'est-à-dire que le trou noir, après avoir tout avalé, tout détruit, tout digéré, il restitue ce qu'il a ingéré sous la forme de ce que les scientifiques appellent une fontaine blanche,
qui est un rayon effectivement de lumière, de gaz, d'énergie, d'information, là aussi d'une puissance, d'une intensité incomparable, et qui trace droit devant dans l'univers et qui va ensemencer sur son passage Watt 1000 galaxies, qui va créer Watt 1000 étoiles et Watt 1000 planètes, parce que sur sa route, il va croiser des trucs, ça va interagir, il va y avoir des impacts, et c'est de la création, ça va entraîner de la création. Le trou noir, c'est un métabolisme, ça détruit, ça crée. En temps réel, quoi. Et on peut se dire qu'à un moment où nous sommes non pas soumis à son attraction destructrice, mais soumis à son éjaculation créatrice, on peut se dire que quelque part, le déluge dont nous parle la tradition, c'est peut-être ça. D'accord ? Déluge de feu, de lumière. On peut au moins poser la question, si tu veux. Moi, j'y ai répondu par l'affirmative, parce que c'est mon problème, ça me regarde. Mais de manière générale, on peut au moins se poser la question de savoir si, est-ce que ça aurait pas un rapport avec les prophéties ? Et d'ailleurs, puisque tu parles de prophétie, on l'a dit durant toute cette émission sur le fait de savoir vider sa coupe pour pouvoir recevoir, l'importance d'être dans cette volonté, d'aller de l'avant, d'avoir ce côté guerrier de lumière, pour certains, pourrait-on dire, et en même temps de réceptivité, de dire, ok, je suis prêt, je n'en sais rien, mais je suis disponible à recevoir. Et on parle des 7 sceaux de l'Apocalypse, bien évidemment. Donc c'est toujours intéressant, parce que là on parle de l'Apocalypse de Saint Jean, et c'est peut-être l'une des rares références qu'il y a dans le livre sur l'Apocalypse de Saint Jean, quand on parle des 7 sceaux, oui. Quand il en parle en tout cas. Oui, parce que quand j'ai fait le bouquin, j'avais 3-4 tomes devant moi sur l'Apocalypse, et donc ce sera pour le coup l'Apocalypse de Jean, je vais y revenir, ça c'est clair et net. En attendant, c'était quoi du coup, pardon, ah oui, les 7 sceaux. C'est les 7 chakras, les gars. L'ouverture des 7 sceaux. Ils disent le livre, tu sais, le livre des 7 sceaux avec l'agneau crucifié dessus, puis une fois que les 7 sceaux auront sauté, le livre sera ouvert, et puis l'agneau ressuscité. Une fois que tes 7 chakras sont ouverts, le livre, c'est-à-dire la connaissance, il est ouvert, et puis t'es ressuscité, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que ce saut quantique de conscience est dû à j'allais dire une sorte de révolution intérieure. On parlait tout à l'heure de retournement. On avait mentionné aussi en rapport avec le miroir, sur le fait d'aller en tout cas voir ce qui se passe en soi. Et cette notion de retournement au regard de la Voie lactée et de ce qui s'y passe, de cette éjaculation de lumière blanche, ou de fontaine blanche du moins, fait écho à autre chose concernant la Terre. Ouais, aide-moi là. La version des pôles magnétiques. La version des pôles. Ouais. Absolument, Laurent. Que te dire de plus et de mieux que je n'ai déjà écrit. La version des pôles, au sens propre, voilà. Je pense que les données doivent être quand même pas mal trafiquées. Et donc je sais pas trop ce qui se passe, mais en tout cas toi c'est comme ça que tu le ressentirais. Mais ce qui est avéré, ce que je ressens, ce qui pour moi est avéré, c'est que la réalité physique, en l'occurrence je m'en tape, parce qu'elle dépasse mes compétences. Je peux comprendre comment fonctionne et pourquoi fonctionne ainsi ou pas autrement le trou noir et le soleil ou pas, parce que ça fait du sens par rapport à d'autres éléments, et ainsi de suite. L'affaissement de la magnétosphère, l'affaiblissement du champ magnétique terrestre, effectivement, ça nous a été vendu à l'époque par Braden, mais sans grande source et sans grande référence, donc méfie. Après voilà, faut aussi se méfier de la méfiance, mais il en faut aussi. Et pour moi, ça a du sens dans cette perspective de remise des pendules à l'heure, de règlement des comptes eschatologique, et puis de départ, de nouveau départ. Guénon te dit que la fin du cycle, c'est aussitôt le commencement du suivant, mais aussitôt. Et effectivement, métaphoriquement, l'inversion des polarités magnétiques est là pour nous dire qu'une fois que les pôles ont été retournés, on a changé d'époque, les gars. Mais apparemment ça c'est de manière très progressive. D'autres disent aussi que ça a déjà eu lieu plusieurs fois par le passé. Ça arrive d'un coup, il y a eu un basculement. C'est vraiment ça. Moi, je me suis beaucoup intéressé au sujet. Et il est fait à chaque fois mention que ça met longtemps à arriver, mais qu'il y a à un moment donné le fameux point de non-retour. Oui, d'accord. Où quand ça bascule, c'est très vite, très rapide.
Après, la tradition parle de ces 3 jours et 3 nuits d'obscurité. Donc, est-ce qu'ils sont institués à ce moment-là aussi? C'est possible. Après, pour le coup, en termes de vécu, là-dessus, ça je peux te le partager parce que bon. Alors, qu'est-ce qu'il en est du champ magnétique terrestre? Est-ce qu'il augmente? Est-ce qu'il diminue? Qu'en sais-je, pardi? Je sais pas, c'est parce que tu mentionnes dans le livre. Donc oui, je sais, parce que ça se recoupe avec la tradition, et puis que d'autres chercheurs actuels l'ont mentionné. Mais bon, je te dis Braddon et d'autres, mais bon, au niveau des sources, bon, je fais gaffe. Et puis bon, et puis c'est pas pour rentrer dans la gueule du New Age à tirer l'arigot, si c'est pour reprendre derrière le premier de ses arguments sans le vérifier. Donc en l'occurrence là-dessus, je m'abstiens, tu vois. Mais cependant, je prends au sérieux le coup des 3 jours 3 nuits d'obscurité. Pourquoi? Parce que c'est comme si j'avais vécu après en avoir entendu parler la première fois. Le premier qui en parlait, c'était Nicolas Joly, qui est un vigneron, mais en biodynamie. Mais la biodynamie, donc, qui a été créée par Rudolf Steiner à l'époque, et donc Nicolas Joly, l'un des meilleurs connaisseurs francophones de l'œuvre de Steiner. Donc j'étais allé le voir pour mon reportage sur le vin, et puis on a vite parlé d'autres choses, tu vois. Et entre autres, et en l'occurrence, il m'a dit, donc c'était en 2009, on était en août à ce moment-là, je crois. Et il me dit, l'inversion des pôles et les 3 jours 3 nuits, c'est pour l'équinoxe d'automne. Oh purée, ouais. Il m'a dit, appelez vos parents, dites-leur de rester chez eux, qu'ils aient à boire, à manger pour 3 jours, ne prenez pas l'avion, ainsi de suite. J'ai dit, ah bon, d'accord, ok. Et puis de retour chez moi à Paname, Nicolas Joly m'avait dit, alors, comment vous saurez que les pôles se sont inversés? Voilà, c'est pas les 3 jours 3 nuits d'obscurité, c'est l'inversion des pôles. Mais peut-être qu'on peut mixer les deux, c'est possible aussi, je sais pas. Mais l'inversion des polarités magnétiques, il m'a dit, ouais, ça se passe tranquille, c'est un petit malaise, on a la nausée, on est un peu malade, on est un peu dérangé, mais enfin, sans plus. Toujours est-il que de retour à Paris, je me suis réveillé après un drôle de rêve, vraiment un drôle de rêve. Et puis rarissime que je me rappelle de mes rêves, mais celui-là, il fait partie des 2 rêves que je n'ai pas oubliés. À l'issue duquel je me suis réveillé comme si j'avais traversé l'univers de fond en comble. Et avec une espèce effectivement de vague malaise, de vague nausée, où j'ai essayé d'aller vomir, j'ai pas réussi, enfin, je suis retourné me coucher, basta. Mais enfin, c'était ce que m'avait décrit Nicolas Joly 3 semaines avant, quoi. C'est pour ça que je te dis, bon, pourquoi pas, quoi. Pourquoi pas, mais je n'affirme pas que c'était ça. Mais ça peut être ça. Donc voilà. Et tout ça pour te dire qu'à mon avis, l'une des erreurs les plus grotesques que font les New Age, c'est de te dire il va y avoir une ascension et un éveil de toute l'humanité à un instant unique pour tout le monde. Ce qui est d'une connerie mais abrutissante, c'est fractal. C'est chacun va vivre le même process, ça c'est clair, mais chacun à son niveau, à son rythme, à sa façon, à son échelle. Et d'une manière qui sera unique et propre à lui et à personne d'autre. Ouais, tu nous dis justement que l'accélération de voir nos pensées et émotions se créera dans la matière, et ce, plus rapidement. Du fait de cette accélération du temps. Comment ça? Le fait que nos pensées, nos émotions créent notre réalité plus rapidement, parce que plus il y a d'informations, plus il y a une augmentation de l'effondrement de la fonction d'onde. Oui, donc plus notre interaction avec la réalité est forte. Voilà. En effet, et donc dans le fait d'être de plus en plus créateur, vu que l'information... Oui, pardon, bien sûr. Automatiquement, du coup, loi d'attraction. Alors, du moment où le canal de Dieu que nous sommes tous, là, nous sommes tous des canaux de Dieu et de Marie, d'accord? Nous sommes là pour ça. Alors, du moment où ce canal fonctionne enfin, qu'est-ce qui advient sur Terre? Le paradis que voulaient Dieu et Marie pour l'humanité, quoi. Je pense pas prendre grand risque en disant ça, tiens. Ça paraît logique. Enfin, si on a la foi. Évidemment, si t'as pas la foi et puis que parler de Dieu et de Marie, ça te fait marrer, c'est pas grave, on s'en fout, je m'en tape. Mais de mon point de vue, ça tient la route, y a pas de souci, quoi. Et donc, ce que les New Age appellent loi de création, les co-creation, loi d'attraction, machin, c'est ça et pas autre chose. C'est ta mise en accord avec la volonté de Dieu. C'est ta mise en accord avec la volonté du ciel. C'est ta mise en cohérence avec ce que veut Dieu. D'accord? L'âge adulte. Et le service. Forcément. C'est ce dont on parle à Bélios sous la forme de surabondance de la grâce ou déluge de feu solaire. Et ce qui implique donc que les potentialités du champ de Planck, n'étant plus limitées, peuvent être actualisées, sollicitées simplement et plus rapidement. Oui, voilà. C'est comme si nous enlevions un filtre ou une entrave entre notre conscience, enfin, notre niveau de réalité, et ce champ du potentiel infini
Voilà, en passant par l'intermédiaire du virtuel, donc, encore une fois, esprit, âme, corps, potentiel virtuel réel. Mais effectivement, c'est comme si le passage du potentiel au réel et du virtuel au réel était bien simplifié, quoi. Bien simplifié, quoi. Alexandre, un grand merci pour être... Alors déjà pour ce livre. Mais merci à toi, que tu sois venu, déjà, génial. Mais ce livre, j'espère sincèrement que vous puissiez vous le procurer. J'espère que Alexandre et moi, on vous a donné envie dans le cadre de cette émission. C'est vraiment pas évident oralement de pouvoir retranscrire, parce que l'avantage quand on pose sur papier, c'est que c'est posé. En plus, ton esprit incisif fait que c'est super carré, c'est super bien écrit et c'est incisif, c'est transparent. Voilà, waouh. Et c'est une cohérence du début à la fin. C'est un condensé, comme je le disais, 278 pages, j'ai raconté tout à l'heure exactement. Mais dedans, il n'y a pas une page où vous ne seriez pas là en train de vous arrêter et d'intégrer la signification, le sens de la phrase. Parce qu'on parlait de sens et de laisser infuser l'information. C'est pas un livre qui se lit comme un roman, j'allais dire. Faut vraiment laisser infuser parce que les implications sont énormes et qu'elles, à mon sens, tapent juste. Donc, un grand merci pour ce travail qui, je sais, t'a demandé beaucoup, mais je sais aussi comment c'est chez toi quand tu es en phase d'inspiration, ça y va. Donc, ce livre te ressemble ô combien, Alexandre. Donc, merci pour ce cadeau. Donc, je rappelle le titre, Apocalypse et transmutation de l'Occident. C'est aux éditions du Laurier. Vous retrouvez tous les éléments nécessaires sur la page d'Imadia consacrée à cette émission, notamment bande de petits vénards, une première pour vous qui a été jusqu'à la fin de cette émission. Alexandre, futur chroniqueur sur Imadia. Je ne sais pas encore réellement ce dont Alexandre va vous parler, ça c'est lui que ça regarde. Ce que je sais de prime abord, c'est que ça sera justement tout ce qui peut tourner aux alentours de la région de l'Aude, mais pas que. Ça sera à différents niveaux, comme à ton habitude j'allais dire, pour aborder différents sujets. À moins que tu veuilles dire un mot peut-être par rapport à ça. À chaud. À chaud. Donc déjà, merci. Tu me remercies d'être venu, mais bon, je remercie de me recevoir. Parce que pour le coup, voilà. Merci camarade. Et du coup, voilà, effectivement, je suis d'accord de t'envoyer de la vidéo pour la mettre sur Immedia parce que c'est clair que ça fera synergie. Et j'ai commencé à bosser avec un jeune infographiste pour envoyer un peu de l'image et de la vidéo augmentée sur YouTube. Donc, dans un premier temps, ça ressemblera à ça. Et comme effectivement je commence à en avoir marre de me faire des cadres, de me mettre des cadres parce que ils pètent tous très vite, quoi. Donc ce sera encore une fois, ce sera en mode fractal, ce sera en mode festif, feu d'artifice, ou parce que j'adore passer du coq à l'âne, j'adore les contrastes, j'aime bien changer de sujet en apparence alors qu'en fait c'est encore une fois c'est de la mise en lien. Ouais. Donc effectivement, je sais pas à quoi ça peut ressembler, mais tout ce que je sais, c'est qu'il y aura du fond, il y aura du contenu. Et puis bon, le but effectivement, donc c'est de s'informer et c'est surtout de se marrer, parce que ça aussi, c'est pédagogique, l'humour. Parce qu'il paraît que là-haut, c'est vraiment des grands taquins. Donc l'objet, ce sera aussi de se marrer un peu. Et puis de partager, quoi, de partager de la vie, de partager du kiff, effectivement, dans le pays où je suis. Alors, il y a trop de belles choses à voir et à faire. Donc ce sera effectivement un moyen. Voilà, c'est nouveau pour moi, quoi. Donc évidemment, ça me fait flipper, quoi. Mais cependant, il y a tellement de choses à faire, belles, classe, que ouais, je suis d'accord. Ouais, on va envoyer un peu du feu, des Corbières et de Bulgarache sur Immedia et puis pour qui n'en veut, quoi. Amen. Donc voilà, pour la suite, la vidéo, cette émission, vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la faire partager, n'hésitez pas à parler du livre pour ceux et celles d'entre vous qui auront l'occasion de le lire, de laisser, s'il vous plaît, là je vous demande ça parce que c'est vraiment important pour moi et pour ce livre, j'aimerais vraiment qu'il puisse bouger. Donc si vous l'avez lu,
n'hésitez pas à aller sur le Quantique Planet et de mettre un commentaire ou d'aller sur les éditions du Laurier pour laisser un commentaire. Pour moi, c'est toujours difficile de choisir un livre. Cette émission a pour but de promouvoir justement un livre qui pour moi est exceptionnel. Maintenant, je suis pas tout seul, et si vous êtes un certain nombre à faire part de vos remarques concernant la lecture que vous avez effectuée du livre, ça c'est génial. Et ça parle pour tous ceux qui vont suivre et qui vont regarder, qui vont peut-être hésiter. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez lu le livre, et notamment donc, bien évidemment, concernant cette émission, sous la vidéo, un pouce vers le haut, un pouce vers le bas, un commentaire. N'hésitez pas à partager si vous avez apprécié l'émission. N'hésitez pas non plus à nous soutenir financièrement notre page Tipeee ou via Hello Asso pour soutenir Immédiat. On vous demande pas des milliers et des cents, encore une fois, c'est la quantité qui fait que on a le nombre, et que 1 euro par mois. Je fais une petite parenthèse, vous êtes maintenant plus de 30 000 abonnés à la chaîne YouTube. Quand je vois aussi les donations qui restent très minimes, alors même si nous mettons tout en œuvre au sein d'Immédiat pour être le plus autonome possible, vous proposer des livres audio, d'autres activités, c'est pas forcément évident. Donc si vous étiez 30 000 à donner 1 euro par mois, on pourrait en faire des choses, je peux vous le garantir. Donc voilà, les miracles ça existe, on n'en est pas là, mais quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner un petit quelque chose en fonction de votre bourse. Ça serait super, tout simplement de partager, de nous soutenir. Alexandre, donc un grand merci. Merci à toi. Pour la suite, on se tient au courant de toute façon. Il y en aura et une. puis, je te souhaite bon vent, et puis bienvenue sur Immédiat. Bienvenue sur Immédiat, salut. Non mais ça, c'est quand tu veux, c'est ça. À la prochaine Abus Garage, mec, je vais pas te rater, je te le dis. C'est sûr. Portez-vous bien, à bientôt. Salut.